Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans mon bureau, bienvenue en live Twitch. Ça faisait quand même quelques temps, hein, vu que je fais plus que des lives post-publication. Est-ce que vous allez bien et est-ce que la technique est ok? Je crois que j'ai baissé un peu mon siège, je vais essayer de le remonter un peu, si je me rappelle où est la manette. En attendant que vous me répondiez sur le fait que ça aille bien ou pas. Merde, je sais vraiment plus où est la manette. Yes, 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 yes. Donc, petit live post-publication sur la dernière vidéo de la chaîne Le Réveilleur, qui parle de DAX, de technologie qui retire directement du CO2 de l'atmosphère. Ça va, vous m'entendez, l'image est à peu près nette. Je dois faire la mise au point à la main maintenant, je sais pas pourquoi, mon autofocus a l'air pété. Bienvenue, bienvenue. Pour l'instant, on n'est pas très nombreux, mais c'est pas très grave. On est entre nous, ça laissera plus de place pour vos éventuelles questions. Et puis, de toute façon, il y a aussi des personnes qui, je le sais, regarderont ça en live, en post-publication, pardon, en rediffusion sur YouTube. Merci Ewind de me dire qu'on m'entend bien. Et bienvenue à tous. Et merci à ceux qui participent et participeront au chat. Alors, une vidéo qui a plutôt bien fonctionné. On pourrait... par quoi je commence? Par quoi je commence? Est-ce que je commence un peu par les retours, par les critiques, par les commentaires, par le process? Euh, peut-être quelques mots du processus, comme ça sera fait. Alors, on est sur une vidéo où j'ai eu du travail qui a été fait en amont de la vidéo, du travail préparatoire avant l'écriture, ce qui n'est pas encore souvent le cas, hein, de façon étonnante. Ça a aussi été le cas de l'autre vidéo où on parlait d'élimination du dioxyde de carbone, où c'était beaucoup Loïc qui avait travaillé à lire les publications, à me faire un travail préparatoire, qu'ensuite j'avais mis un peu en forme dans un script de vidéo. Et là, c'est un postdoc qui travaille sur ce sujet, qui m'a contacté il y a assez longtemps. Il m'a contacté toute fin 2023. On a commencé à discuter début 2024, à discuter un peu d'un plan, de l'intérêt de la chaîne. Et après, bon, on a commencé à travailler avec Loïc sur la vidéo d'élimination du dioxyde de carbone qui est sortie en janvier de cette année, je crois. Et donc, il y a eu des échanges un peu croisés. Et il a mis un peu de temps parce qu'il a ses obligations professionnelles, il y avait une charge de travail, etc. Et donc, il m'a donné une première version un peu de son travail préparatoire début 2025. Donc, début 2025, j'ai un travail préparatoire sur ce sujet de la DAX. Et après, je m'en empare pour faire un script. Alors, vous me connaissez peut-être un peu, mais moi, je prends un peu de temps à travailler. C'est pas juste de la mise en forme. Je vais voir ce qui est intéressant ou pas là-dedans. Je vais essayer de trouver ce qu'il y a de pertinent comme quantification, de faire des recherches un peu croisées, d'aller relire des choses qui m'a mis en avant, de bien comprendre les figures qu'il a trouvées intéressantes. Et évidemment, dans cette phase-là, je discute avec lui parce qu'il y a des choses où je comprends pas trop, où je pense qu'il y a éventuellement des erreurs, etc. Donc on raffine un peu tout ça. Et j'ai une première version début mars. Donc on continue d'échanger, de raffiner ça, et ensuite on envoie ça à la relecture. Et la relecture, c'est un processus qui peut être assez long, parce que quand on veut chercher des experts d'un domaine, ils n'ont pas toujours beaucoup de temps. Alors j'essaie de leur mettre des deadlines, parce que si vous ne mettez pas de deadline, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, on peut demander une petite extension à droite à gauche, et surtout, une fois qu'on a fait relire, il y a quand même pas mal de retours en général, ou enfin, je sais pas, ça peut être une vingtaine, trentaine de commentaires, mais ça peut demander pas mal de travail. Ça arrive que sur des vidéos, d'intégrer les commentaires, ça me prenne 3-4 jours pleins de travail. Pas juste parce qu'il faut retravailler le texte, mais parce que ça demande des recherches complémentaires, ça demande une réorganisation assez importante du texte des fois, mais surtout ça demande voilà, d'aller lire d'autres rapports, d'aller comprendre ce qu'ils sont en train de dire, d'échanger avec ces personnes. Et donc, bon, il y avait d'autres projets en parallèle, hein, c'est pas le seul projet sur lequel j'ai travaillé sur cette période, mais en gros, le texte a été fixé en juillet-août, et j'ai filmé ça tout début août avant de partir en vacances. Parce que pendant que j'étais en vacances, en fait, Michael qui fait le montage et qui a fait le montage de cette vidéo, lui était en vacances en juillet et il a travaillé en août pendant que moi j'étais en vacances. Donc il fallait que j'ai du travail à lui donner pendant le mois d'août. Et quand je suis revenu de vacances en septembre, il y avait les premières versions. Et bon, là évidemment, il y a les allers-retours. La version finale, ça doit être la quatrième ou la cinquième, quelque chose comme ça. Et donc, bon, des fois, il n'y a que quelques trucs à modifier, mais la première version de montage
comme je suis un peu exigeant, il peut y avoir pas mal de choses quand même, et évidemment ça prend du temps de bouger tout ça. Donc on arrive, vous voyez, un premier contact fin 2023, premier travail préparatoire début 2025, premier script au printemps, texte fixé en juillet, pour une vidéo tournée en août, et pour une vidéo montée en septembre, et qui sort début octobre. Donc c'est des processus qui mettent du temps, notamment parce que là j'ai travaillé avec quelqu'un un peu sur l'amont, parce que je fais monter, ça rajoute du temps, et parce que je fais revoir par des experts aussi. Alors un des problèmes d'avoir des processus qui mettent du temps, c'est que quelque part, il peut y avoir des choses qui se passent entre le moment où on écrit le script et le moment de sortie de la vidéo. Là il n'y a pas eu tant de choses, mais il y avait par exemple une mention du fait qu'il y avait un pilote qui aurait dû sortir mi-2025. Quand on écrit ça en janvier, ça a du sens. Quand on la sort en octobre, ça en a plus beaucoup. Parce que ce pilote, il devrait déjà être là. En l'occurrence, il n'a pas été construit, il n'est pas encore opérationnel et on n'a aucune idée du retard qu'ils ont pris. Mais vous voyez, il y a ce genre de décalage à gérer. Alors Nayosh nous dit, ça faisait longtemps, enfin un live. Ben, bienvenue, profites-en. Nous te rajoutons trop de travail. Ah, c'est peut-être la relecture, ouais. Ça rajoute du travail, mais ça rajoute surtout de la qualité et de la pertinence. C'est important. C'est important. Et Ewin dit pourtant il y a eu 6 vidéos cette année pour le moment, ça fait un bon rythme pour de la vulga aussi pointue. Merci Ewin de le remarquer. Effectivement, je m'étais d'ailleurs engagé à ce qu'il y ait plus de vidéos cette année que l'année dernière et je pense que c'est déjà le cas. Donc c'est un bon rythme cette année. Je suis plutôt content du rythme qu'on a réussi à tenir, surtout que c'est des vidéos... il y a la vidéo sur la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui est un peu plus courte et qui n'a pas demandé beaucoup de recherche, mais les autres, que ce soit sur le numérique ou sur l'élimination du dioxyde de carbone, c'est des sujets importants avec beaucoup de recherche derrière. Et donc c'est vraiment des choses qui ont été assez longues. Ce rythme, il est aussi permis parce que c'est Michael qui fait le montage. Et en gros, le montage, c'est peut-être un tiers du temps, entre un tiers et un quart, je pense, de la production de la vidéo. Et donc ça me fait que j'ai plus de temps à consacrer à d'autres sujets. Ça joue un peu sur l'équilibre économique de la chaîne. J'aimerais bien vous parler de ça. J'envisage de faire avant la fin de l'année un petit épisode sur en gros voilà, les sous du réveilleur, d'où ça vient, à quoi ça sert. Est-ce qu'il y a un équilibre là-dessus qui devient un peu précaire? Est-ce que je suis limité pour employer plus de gens? Donc ça pourrait être un sujet qui vous intéresse et je pense que c'est un sujet dont ce serait intéressant de parler. Et dans le live post-publication, on pourrait en parler ici sur Twitch et prendre un peu vos questions là-dessus. Est-ce que je pense pouvoir tenir ce rythme ou ça t'a vraiment demandé des efforts, surtout avec un enfant? Bah, pour l'instant, ça va, le rythme. La question, elle est un peu plus d'ordre économique. En fait, en faisant travailler Michael, c'est moins de revenus pour moi. Et ça dépend aussi de l'évolution des vues sur YouTube, de l'évolution du financement participatif qui se réduit un petit peu, etc. Donc, c'est plus une question pour l'instant économique. Moi, en rythme de travail, ça me va. Et en plus, bon, YouTube, c'est 85% de mon temps de travail, mais j'ai quelques autres trucs à côté, notamment je donne des cours. Et là, les cours sont déjà passés pour moi. Les cours sont surtout concentrés en septembre-octobre. Donc là, en fait, septembre-octobre, j'ai assez peu travaillé sur la chaîne parce que je donnais pas mal de cours. J'ai quand même avancé sur 2-3 projets. J'ai quand même pu sortir ça parce que c'était un travail préparé en amont. Et là, j'ai une vidéo qui est pratiquement écrite. Donc, je vais pouvoir la tourner normalement fin de cette semaine. Ça va être monté pendant les vacances par Michael qui va avoir un peu de temps pour ça. Et donc, vous aurez au moins encore cette vidéo avant Noël. Si on travaille bien, il y en aura d'autres, mais c'est aussi une belle vidéo sur les pompes à chaleur. Donc j'espère qu'il y aura du monde pour apprécier ce travail. Donc voilà un peu sur le process. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Alors ça fait plusieurs fois que j'essaye de travailler un peu avec des gens en amont qui me font un travail préparatoire. C'est assez difficile pour moi parce que la chaîne vit de son financement participatif et vit de ma propriété perçue par le public, et à cause de ça il y a quand même un enjeu de tout vérifier, etc. Donc c'est assez dur pour moi de travailler avec des gens en amont. J'ai fait plusieurs essais plus ou moins fructueux. Excusez-moi, je suis un peu malade, j'ai la gorge un peu sèche. Et là je pense que c'est un sujet où ça a bien fonctionné. Donc ce que je commence à comprendre, c'est qu'en fait si je veux des personnes qui travaillent en amont pour moi, il faut que ce soit des docteurs, des doctorants, des post-docs, des gens qui connaissent très bien le milieu.
Loïc, c'était pas le cas pour l'élimination du dioxyde de carbone, mais Loïc, il travaille comme une brute et c'est un sujet qu'il connaissait très très bien. Et en fait, je peux pas, par exemple, aller chercher un journaliste scientifique et lui demander de travailler 3 semaines sur un sujet, c'est pas du tout suffisant. Il me faut vraiment quelqu'un qui a une culture de ce sujet-là ou qui est un peu insider, parce que je vais assez loin quand même, je vais assez loin dans les trucs. Et du coup, ça répond à la question de Nayosh qui demande, puisque tu fais appel à des volontaires pour la relecture, tu as aussi pensé à faire appel à des volontaires pour te pré-mâcher le travail de recherche. Ça simplifierait la gestion économique. Bah, c'est le problème, c'est que ce travail de recherche, c'est très dur pour moi de le déléguer. Euh, et en fait, c'est pas impossible. Ça demanderait un process un peu différent. Ça demanderait que je me décoince un peu sur le fait de vouloir tout contrôler. C'est pas impossible, mais ça voudrait dire que ces volontaires connaissent très bien leur sujet. Connaissent très bien leur sujet. Et donc, pourquoi pas. Là, c'est un cas. Pour le coup, la personne qui m'a beaucoup aidé, du coup, normalement, je l'ai mis en description, mais c'est Vincent Dufour d'Essieux. Et lui, il l'a fait bénévolement. C'est un chercheur dans ce domaine-là. Euh, Ça l'intéressait qu'on parle de ce sujet et d'apporter des éléments scientifiques, techniques qui permettent de se faire une idée un peu plus précise. Mais il a fait ce travail préparatoire bénévolement. Et effectivement, ça m'a aidé. En fait, s'il m'avait pas contacté sur ce sujet en particulier, je pense que je l'aurais pas traité sur la chaîne. Je pense que je l'aurais pas traité sur la chaîne parce que c'est pas quelque chose que je considère comme prioritaire. Et pareil, si Loïc n'avait pas voulu faire de vidéo sur l'élimination du dioxyde de carbone, pardon. Ouh, c'est un sujet que j'aurais probablement traité plus tardivement sur la chaîne. Donc là, c'est deux cas. Alors Loïc, pour le coup, je l'avais rémunéré enfin, pas un petit montant, mais pas un montant non plus qui est énorme par rapport au travail fourni, hein, parce que ce travail préparatoire, il peut être extrêmement long, et je sais que Loïc y a passé du temps. Donc ce genre de choses, c'est vrai que ça me fait gagner du temps, ça peut orienter un peu le choix des sujets, mais clairement, avec l'expérience que j'ai eue là depuis 3 ans, 2 ans on va dire, où j'essaie de travailler avec des personnes sur l'amont, ça fonctionne que si c'est des gens spécialistes, experts de ces sujets-là. Trop exigeant, trop exigeant. Euh, donc voilà, encore merci à Vincent Dufour d'Essieux qui a bien travaillé. Le doc qui m'avait préparé, c'était vraiment cool. Ça me permet aussi de me rendre compte, ces deux expériences me permettent de me rendre compte que ma plus-value, elle est plus juste dans ma capacité à comprendre certains sujets et à lire des rapports scientifiques et techniques. Elle est aussi dans la capacité à les mettre en forme, à les vulgariser. Alors, certains diront que ça reste proche d'un cours, etc. Il y a des commentaires dans ce sens-là. Mais clairement, ce que je livre comme script, c'est plus facile à lire, à comprendre que ce qu'on me donne comme travail préparatoire. Et ça, je pense qu'avant de faire ce travail-là, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Alors ça peut paraître évident pour quelqu'un qui fait de la vulgarisation depuis 10 ans maintenant, qu'on acquiert des compétences sur le fait de passer un message qui soit compréhensible. Mais en fait, quand on travaille avec des gens qui connaissent bien le sujet et qui vous livrent un texte qui est plus dur à comprendre, on se rend compte que la plus-value, c'est aussi déplacé quelque part. Quand j'ai commencé, vu que j'avais fait une école d'ingénieur, un doctorat, etc., j'avais déjà la capacité à comprendre les textes, les rapports, etc. Et maintenant, je me rends compte que ma plus-value, c'est aussi sur le fait de mettre en forme et de rendre ça accessible, ce qui serait un argument finalement pour faire travailler des gens sur l'amont et me déplacer là-dessus sur la chaîne de valeur. Tes préparateurs te font un condensé des infos et études sur le sujet et toi tu le vulgarises du coup. Bah en fait moi ce que je veux c'est pas tellement un condensé, c'est justement qu'ils trouvent tous les sujets importants, qu'ils identifient des figures clés, des concepts clés. Et après, moi, j'essaye de le rendre accessible. Donc, quelque part, je cherche un peu l'inverse d'un condensé. Je vulgarise un document qui est souvent plus long que le script que je fais derrière. Donc, c'est un gros travail pour eux. Je sais plus, enfin, je dois avoir les versions, j'ai pas pensé à regarder, mais peut-être que ce que m'avait donné Loïc, ça faisait peut-être 30-35 pages, je sais plus exactement, et j'en ai fait 20, quoi. Il y a des choses qu'on a un peu dégagées. Et puis après, comme je creuse, il y a aussi des parties, qui vont être amenées à grossir. Mais en tout cas, vraiment, le travail préparatoire qu'il me donne, c'est un travail préparatoire qui met 1 mois à être écrit, je pense. 1 mois de travail, je parle. Donc c'est plutôt un gros truc, quoi. C'est plutôt un gros truc que je vulgarise, je condense, je complète, je réorganise. Il y a des modifications aussi qui se font quand on a les retours. Je ne sais pas si ça serait utile et ou intéressant, mais ça serait marrant de vous donner un jour les différentes versions, parce qu'il y a vraiment des choses qui bougent beaucoup.
dans l'enchaînement des idées, mais aussi dans le choix des parties qu'on montre ou pas. Parce que je fais des vidéos assez longues, relativement exhaustives, j'essaye de couvrir différents aspects, mais clairement on couvre pas tout, quoi. On couvre pas tout. Donc voilà un peu sur le process, et puis beau montage quand même de Michael. Beau montage de Michael, ça c'est un gros apport. Donc Michael de la chaîne La Biologie fait des vidéos, il travaille au montage maintenant depuis février. Il a monté toutes les vidéos sorties sur la chaîne depuis février. Et ça s'est pas mal amélioré au montage. Maintenant, en plus maintenant, avant j'étais un peu plus... Il y a plein de choses que je laissais pas passer. Maintenant, les petits effets où je deviens chaud, etc. Je trouve ça marrant. Je me détends avec le temps, vous voyez. Je deviens plus sympa. Voilà, la boule de cristal, je pense que c'est un truc, par exemple, je l'aurais jamais mis, moi, au montage. Et puis maintenant, bon, il le met. Je l'aurais pas fait, mais je trouve ça marrant. Et je suis content, Ewin, que tu aies relevé ça. Il y a des trucs qui me font rire. Il y a un moment où je dis qu'il faut capturer le CO2, il m'a mis des petites molécules de CO2 dans les mains, voilà, ça me fait rire. Il m'aidera peut-être à avoir un montage plus cool à l'avenir, et heureusement qu'il est là. En tout cas, je trouve son montage, même depuis février, s'est amélioré, et ça apporte vraiment quelque chose aux vidéos, quoi. Ça les rend plus regardables. Ça fait qu'il y a du travail. Je vais peut-être faire le choix, pour des raisons techniques, économiques, d'alterner avec des vidéos qui seront un peu moins montées, parce qu'elles sont plus rapides à produire, quoi. Mais clairement maintenant, si je dois monter une vidéo moi-même, je pense que le montage sera plus simple. Je pense que vous verrez la différence. Donc voilà, ça c'est une question de coût économique et puis de rapidité aussi au montage. En tout cas, une vidéo bien montée. Il a même fait des petits schémas, des petites animations à lui, et pour des passages assez clés, ça apporte vraiment quelque chose à la compréhension. Moi, j'essaye aussi. Y a la volonté que des quantifications clés, des mots clés soient marqués à l'écran, notamment des nombres, parce que je pense que quand on les entend, on a du mal à les visualiser pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, voilà, quand il y a des quantifications, on essaye de donner des repères, on essaye de les montrer pour que ce soit plus compréhensible. Après, ça reste des vidéos qui sont assez difficiles d'accès. Alors, le micro est faible. Ok, pardon. Je vais essayer de le monter. Waouh, je suis un peu malade en ce moment, du coup, là, de parler, ça me gratte la gorge. J'espère que je vais pas passer des plombes à faire... désolé si ma voix est un peu éclatée. Alors, je vais le monter au max, la sensibilité. Est-ce que c'est mieux, là? Ah, c'est peut-être un peu fort. Pardon, du coup, je vais vous exploser. Je vais m'arrêter par là, je pense. Par là, quand je parle, je suis entre moins 10 et moins 15. Entre moins 10 et moins 20. C'est mieux? Je pense que c'est mieux. Aragis me dira. Ouais, ça saturait, mais là, ça doit moins saturer. Ok, merci beaucoup pour les retours sur la technique. Et si tu alternais les grosses vidéos et les petites que tu montes toi-même, ça te laisserait plus de temps pour travailler les grosses, flatterer l'algo, etc. Ouais, c'est une bonne idée, oui. C'est un équilibre à trouver. Et puis j'ai aussi d'autres projets potentiels dans les cartons dont on sera amené à reparler. C'est possible qu'il y ait le retour d'une émission Twitch hebdomadaire en janvier. C'est une petite annonce pour l'instant, il n'y a vraiment rien de sûr, mais il y a quelques trucs dans les cartons. Et après, pour des vidéos un peu plus courtes à monter, je me demande des fois s'il ne faudrait pas faire des vidéos un peu plus en mode vlog sur un petit sujet, pas très technique. Par exemple, on pourrait discuter... je donne des cours, je donne des conférences, il y a des questions qui reviennent régulièrement, qui peuvent être des questions sur moi en tant que créateur, qui peuvent être des questions sur des sujets, qui sont des questions un peu plus qualitatives, je sais pas comment dire, et où je peux répondre assez rapidement. Donc ça permettrait d'alterner. Ouais. Au punaise, je suis revenu rapidement, baisser le son dans le salon avant d'avoir des soucis avec madame télétravail à côté. Désolé pour le petit changement en cours de route. Yes. Et le background noise n'est pas alias sieste, elle fait une petite promenade. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas l'entendre. Des shorts, je sais pas par contre. C'est vrai que t'as pas de FAQ sur ta chaîne, je crois. Pas depuis quelques temps. Il y en a eu. Mais si on fait un petit point à la fin de l'année, ça serait l'occasion aussi de faire une FAQ, potentiellement directement sur Twitch d'ailleurs. Je crois qu'on avait fait ça aussi, mais je me souviens plus. Et
Et voilà, un petit point pour les 10 ans, ça pourrait être pas mal. J'espère survivre à ce live. J'espère survivre à ce live. Voilà sur un peu sur le process, sur l'envers du décor. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Des petites erreurs quand même. Notamment, il y a eu un passage dont on s'en fout un peu, mais il y a eu un passage où il y a un endroit où 73%. là on a mis Michael a mis EU pour États-Unis, ce qui est vrai, mais ça peut être ambigu un peu avec European Union, donc il aurait mieux valu mettre US. Il y a des gens qui relèvent ça quand même en regardant mes vidéos. Je crois que j'ai eu 3 commentaires là-dessus sur le fait que c'est perçu soit comme une erreur, soit comme, parce que techniquement c'est pas faux, hein, États-Unis ça fait EU, soit comme un truc un peu qui amène une ambiguïté. Donc il y a quand même des gens qui sont à ce niveau de visionnage, ce que je trouve beau, parce que faut entendre le texte, faut le lire, faut comprendre qu'il y a un truc un peu ambigu ou qui bug là-dessus. Donc ça permet quand même de montrer que les annotations c'est cool. Et il y a eu un petit souci aussi, je sais même plus exactement où, mais là c'est un souci à l'écriture qui a pas été vu. C'est qu'à un moment je dis que les émissions actuelles ça permet le déploiement actuel c'est à peu près les émissions de 1500 français, et en fait non, c'est les émissions de 150 français. Donc j'ai rajouté un petit truc sur la vidéo quelque part. Je sais même plus où il est ce texte. Est-ce que je peux mettre le transcript? Transcription. Et là aussi, il y a des personnes qui l'ont vu en commentaire. Donc je trouve ça quand même impressionnant. Enfin, du coup, qui n'ont pas vu la correction. Donc ça, c'est un peu dommage. 1330 ans, ça doit être ça. On peut même dire que c'est dérisoire. 1330 tonnes de CO2, c'est l'équivalent des émissions annuelles de 1500 Français. Donc voilà, en fait c'est un moment du process où vous voyez, corriger ça à l'audio ou à la vidéo c'est impossible parce qu'il y aurait des problèmes de raccord. L'audio ça serait un peu dommage, ça ferait un patch moche. Ça pourrait, mais je pense que ouais, j'ai juste raté ma division en écrivant et en relisant et tout. J'ai pas vu, personne n'a vu, et ça permet de faire passer ce genre de truc. C'est un peu dommage, mais bon. Et il y a des gens en commentaire aussi qui au live qui disent mais c'est pas plutôt 150, donc ils n'ont pas vu la correction. Et c'est assez beau ce niveau d'écoute. Ah, faire des shorts à partir du contenu long, ça pourrait être une idée, mais j'ai beaucoup de pain sur la planche. C'est vrai que je vends assez mal le contenu existant. En fait, il faudrait que le reviewer soit un peu plus gros et qu'il y ait une personne un peu plus dédiée à faire ça, à faire du contenu short ou à faire vivre le contenu sur les réseaux sociaux, ce que je fais très mal aussi. J'ai pas une bonne stratégie d'expansion, je produis du fond, je m'intéresse au fond, je continue à avancer sur le fond, et être fort sur tous les fronts c'est très dur. Il faudrait être des personnes, faudrait qu'il y ait plusieurs personnes avec des spécialisations quoi. Alors on aurait pu mettre EU et il n'y aurait pas eu d'ambiguïté effectivement, Jean Coco, mais c'est pas ce qu'on a fait, voilà, petite ambiguïté. Oui, je vois beaucoup de shorts qui ne sont qu'une propale pour des vidéos. Je connais assez mal ça. C'est pareil, il faut suivre, il faut comprendre ce qui se fait, il faut prendre le temps de les faire, il faut prendre le temps de les poster. J'ai que 35 heures, non, j'ai que 24 heures dans mes journées. Et dans la semaine, ouais, je dois travailler. Et combien de temps je travaille? Je travaille entre 9h30 et 18h en gros. Je ne vais pas travailler beaucoup plus de 35 heures. Je travaille un peu le soir et le week-end, mais beaucoup moins depuis qu'il y a la petite quand même. Donc voilà, c'est juste, je peux pas me multiplier. Après, il vaut mieux se tromper en surestimant un truc annoncé comme dérisoire que le contraire. Bah là du coup, j'ai tendance à... L'erreur, elle est dans le mauvais sens là, parce que j'exagère les émissions capturées. Si je dis 1500 français, en fait, elle devrait être 10 fois plus grande. Là, si je veux montrer, ça aurait été plus joli de se planter en disant 15 français, ça aurait été moins grave, tu vois. Après,
Franchement, 1330 tonnes, c'est ridicule. Les émissions de 1500 Français ou de 150 Français ou de 15 Français, dans tous les cas, c'est ridicule. Il y a vraiment aucune volonté. Je pense même pas qu'il y a un biais involontaire là-dedans. Il y a vraiment juste une erreur en tapant et c'est passé. Dans tous les cas, je pense que c'est... Dans tous les cas, ça permet de voir que c'est vraiment pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose, je pense. Vous vous rendez bien compte que 1500 Français, ça fait pas beaucoup d'émissions, quoi, par rapport à ce qu'on émet dans le monde. Mais l'erreur est dans le mauvais sens. Mauvais point, mauvais point. Alors, une vidéo, je peux peut-être vous montrer vite fait, une vidéo, si on regarde le classement par vue sur la chaîne, donc YouTube en fait nous permet de regarder parmi les 10 dernières vidéos, comment elles ont fonctionné sur la même période. Donc là, ça fait 10 jours qu'elle est sortie, donc c'est sur 10 jours. On voit en premier la vidéo que j'avais faite sur le Raptor dissident et sa désinformation climatique un peu honteuse, hein, pompée directement sur un livre de Stephen Coolin qui est vraiment pas bon. Et la deuxième vidéo, c'est celle qu'on a faite avec Loïc sur la manière de retirer du CO2 de l'atmosphère, dont cette technologie, hein, d'ailleurs qui était sur la miniature de la vidéo précédente. Donc là, on a quand même deux vidéos qui ont bien performé sur un sujet qui est le même. Hein. Et après, on retrouve, par exemple, en 6e position, on trouve celle sur l'impact climatique du numérique, sur lesquelles on a passé beaucoup de temps. Et en 10e, on en a une sur un peu comment montrer l'effet de serre et comment l'expliquer correctement. Et je pense que c'est une des plus belles vidéos de la chaîne d'un point de vue de vulga. Donc voilà, il y a ce truc de... Souvent, c'est quand même pas les vidéos qu'on aimerait bien voir faire des vues qui font des vues. Et en plus, c'est très dur de savoir si elles vont faire des vues ou pas. Michael, pour lui, quand il a monté la vidéo, il m'a dit, bah elle est cool, mais c'est un sujet de niche, ça fera pas de vues, ça. Et au final, bah, c'est une des meilleures performances des dernières vidéos, quoi. On enlève celle du Raptor, où voilà, on attire les climato-sceptiques, et en plus, on vient piquer du flux d'une vidéo qui avait fait énormément de vues, hein, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais sur les vidéos organiques de la chaîne, c'est une de celles qui a fait le plus de vues, et elle est tellement proche de l'autre qu'on peut considérer que c'est à peu près la même chose. Surtout que, si je comprends un peu ce que je lis à droite à gauche et ce que j'ai entendu, il me semble que YouTube ne compte plus les vues des personnes qui ont un bloqueur de publicité. Sachant que les personnes qui ont un bloqueur de publicité, c'est une part importante des personnes qui regardent le contenu sur ordinateur fixe, et que moi j'ai une part significative de mon public qui regarde sur ordinateur fixe. Vous voyez, ordinateur, j'ai 40%, et en fait je crois que la moyenne sur YouTube c'est d'avoir presque 2/3 de mobile, donc moi je suis biaisé vers des gens qui regardent sur ordi. Donc si j'ai compris la manière dont ils ont changé les règles de comptage, en fait cette vidéo elle fait 20% de vues en plus en gros, par rapport à comment c'était compté sur les précédentes. Ou alors ils ont changé toutes les précédentes, je pense pas qu'ils aient fait ça. Donc je suis pas certain de mon coup, mais je crois qu'en plus du fait que c'est une performance qui est pas mal, on sous-évalue la performance ici parce qu'il y a une évolution des règles de comptage. Donc vidéo qui est bien sortie. Ripley qui nous dit j'ai pas été comptabilisé du coup mais j'ai mis les pouces. Alors là moi j'ai aucun problème à ce que vous ayez des adblockers. C'est pas la publicité qui me rémunère, c'est surtout le financement participatif, comme je le rappelle dans toutes les vidéos. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir notamment Ulule, hein, parce que KissKissBankBank, chez qui j'étais, a été racheté par Ulule, donc tout a été transféré sur Ulule, et Tipeee. Si on fait un point sur l'économie de la chaîne, vous verrez que c'est l'immense majorité de mes revenus qui passent par là. Donc si vous avez des adblocks, je ne vous jetterai pas la première pierre. J'espère que YouTube n'enregistre pas ça, sinon ils vont twister leur algorithme pour que j'ai moins de vues. Donc belle perf de cette vidéo. Nouveaux spectateurs, il y en a eu pas mal quand même. Étonnant, mais belle perf. Bon, on voit que j'ai beaucoup d'hommes, on voit que c'est majorité d'abonnés, on voit que c'est beaucoup la France, on voit que c'est centré autour de mon âge. 90 ici. D'ailleurs, c'est bientôt mon anniversaire. Donc je vais passer de cette catégorie-là à cette catégorie-là dans moins d'une dizaine de jours. Voilà. Donc c'est vraiment centré autour de mon âge, les gens qui regardent la chaîne. Une partie importante du public qui regarde avec des sous-titres en français. Merci à ma mère de vous faire des beaux sous-titres corrigés.
Et, euh, et voilà, je sais pas quoi dire de plus sur le nombre de vues. En tout cas, je m'attendais pas à ce qu'elle performe aussi bien. Je pense que ça a été assez clair dans la vidéo, mais pour moi, c'est un sujet sur lequel c'est assez dur de dire des choses. On est vraiment au début. Moi, quand je travaille là-dessus, c'est aussi parce que je me suis engagé avec quelqu'un, etc., à travailler là-dessus, mais je me pose vraiment la question de est-ce que je suis en train de faire quelque chose d'utile là, ou est-ce que je devrais faire une vidéo sur le fait de manger moins de viande ou le fait de mettre une pompe à chaleur. Voilà, il y a une partie de mon public qui a peut-être des chaudières au gaz, je peux les convaincre de mettre une pompe à chaleur, ça fait des dizaines de tonnes au moins. Il y a une partie de mon public qui a sans doute des voitures thermiques, je peux essayer de pousser un peu plus électrique s'il y a des conversions, ou de sortir la voiture, s'il y a des conversions, c'est des dizaines de tonnes en moins. Quand je parle de la DAX, ça a quel effet en fait concret sur le monde? C'est peut-être ça change la perception, donc les politiques, voire les investissements dans une technologie qui peut être utile en 2050. Enfin, je dis pas que ça n'a pas d'effet, je dis que l'effet que je perçois est sans doute moindre que de parler de solutions concrètes. Et du coup, ça c'est des interrogations que j'ai beaucoup, surtout que moi, quelque part, je sais pas, je vais faire 8 sujets par an, 8-10 grand max. Donc en fait, faire un sujet, ça a au moins le coup de ne pas pouvoir travailler sur les autres. Et, et ça fait que je me pose des questions. Si ça avait été un gros flop, j'aurais peut-être regretté. Là au moins, ça a de la visibilité, ça peut faire venir des gens sur la chaîne. C'est aussi un sujet qui est de plus en plus discuté dans différents médias, souvent de manière un peu catégorique, voire caricaturale. Et ça permet aussi d'apporter un peu des quantifications, etc. Ce qui peut être pas mal. Alors attendez, je vais prendre un peu les commentaires. Je sais qu'il y a une option de doublage automatique des vidéos YouTube. En tout cas, ça m'est proposé sur des vidéos que je regarde en anglais. Je sais pas si tu dois l'activer ou non, mais ça toucherait un plus large public. Alors moi, pour l'instant, je l'ai laissé. En fait, il y a une partie de ces vidéos... Je sais pas si vous avez le son, je suis pas sûr que vous avez le son. Mais il y a une partie de mes vidéos maintenant qui sont en anglais. Piste audio, celle-là, elle est... Je sais pas si vous avez le son. Je pense que vous l'avez pas. Et je suis circonspect là-dessus. J'ai des collègues qui m'ont dit qu'il fallait faire sauter l'anglais. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je laisse, que je le fais sauter? Il y a des personnes que ça gêne. Notamment, il y a les lectures automatiques qui peuvent basculer en anglais. Je sais pas s'il y a vraiment un apport. J'ai du mal à voir un anglophone qui a tellement de contenu disponible venir voir des vidéos non anglophones doublées bizarrement par de l'IA, quoi. Je sais pas trop quoi penser de ça. Vraiment, j'hésite en ce moment à retirer cette feature, cette propriété, possibilité. La pompe à chaleur, ça serait top. Ouais, c'est dans les cartons la pompe à chaleur. C'est la prochaine vidéo sur la chaîne normalement. Alors c'est plus une vidéo méta sur le fonctionnement, etc. Vous verrez, mais j'envisage aussi de faire une vidéo derrière, plus de conseils aux consommateurs quelque part. Peut-être que comme on voit que la transition écologique commence à patiner en France, les gens se sont intéressés à ce sujet. Ouais, mais si ça commence à patiner, ça serait peut-être aussi une raison pour pousser des gestes qui fonctionnent, pour montrer qu'on peut faire des choses, qu'il y a du potentiel, qu'il y a déjà des choses qui se passent. On prend le chauffage en France, des chauffages en chaudière ou au gaz, ça concerne 10 millions de logements. Remplacé par des pompes à chaleur, ça réduit de 90% les émissions. C'est des choses qu'on sait faire. Voilà, et peut-être que ça serait pas mal aussi de parler de ça. Enfin, ouais, bon. Donc quand on choisit les sujets, il y a toujours cette difficulté. En plus, moi, j'ai ce biais qui est horrible, qui est vraiment terrible à vivre, à être moi. C'est que même quand je travaille, alors c'est encore pire quand je travaille pas et que je joue à l'ordi, mais même quand je travaille sur un sujet, je pense aux autres sujets que je devrais traiter, vous voyez. Donc ça c'est hyper chiant. Donc quand je travaille sur une vidéo comme ça, je me dis oh là là, toute la pile à côté elle diminue pas, est-ce que j'aurais dû faire celle-là? Et même quand je travaille sur la pompe à chaleur, je me dis oh là là, tous les autres trucs à faire, est-ce que je suis en train de travailler sur le bon truc? Du coup c'est sans fin. John nous donne une quantification que je ne saurais pas confirmer. J'avais fait un calcul de comptable que changer toutes les chaudières au fioul coûterait 32 milliards à l'État avec une prise en charge à 100%. 32 milliards pour des chaudières au fioul? Il y a tant de fioul que ça? Je regarderai si j'arrive à requantifier ça. Est-il possible selon toi de réutiliser le réseau de gaz existant ou faut-il démanteler selon toi? Peut-être pour du RCU, pour l'hydrogène, ça n'est pas possible.
un peu loin du sujet. On répondra si on s'intéresse au gaz. John Alp demande, il faudrait voir le gaz avec une prise en charge partielle, proportionnelle au revenu. On en reparlera sur la pompe à chaleur. Là j'avoue que je parle pas trop de l'aspect particulier économie, c'est plus une vidéo méta. Mais je pense que la pompe à chaleur, si je commence à rentrer dedans, on en reparlera, on parlera aussi d'isolation, etc. Ça serait bien. Donc voilà, tout ce qu'on prend, très déconseillé de le laisser car en réalité le public anglophone en a strictement rien à faire de ce qu'il se passe ailleurs du contenu anglophone. Donc ça pollue surtout ton public francophone. Merci tout ce qu'on prend pour ce retour. Effectivement, je vais peut-être le virer. Je suis assez permissif à ces trucs, moi, mais je devrais pas, je pense. Rodolphe a un backlog de vidéos à faire, d'autres ont des backlogs de jeux vidéo. J'ai aussi des backlogs de jeux vidéo. Donc voilà, plutôt un succès. Je posais ouvertement la question de l'utilité de faire une vidéo sur ce sujet-là. Et en fait, il y a beaucoup de commentaires qui ont dit que c'était utile. Ça aussi, je trouve ça assez surprenant. Je m'attendais plutôt à des personnes qui découragent ça. Et des personnes qui saluent le fait que ça permet d'avoir des quantifications, le fait que pour l'instant, c'est un sujet où on entend des sons de cloche assez différents, assez incompatibles, assez opposés, assez caricaturaux. Et ça permet un peu de remettre l'église au centre du village. Il y a aussi des commentaires qui, du coup, ont salué le fait que c'est une vidéo avec un ton nuancé, moins tranché que d'autres vidéos. Et effectivement, moi, si vous me demandez est-ce que je parie ou pas là-dessus, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'on est très tôt. Je ne serais pas étonné que ça soit une technologie importante en 2050. Je ne serais pas étonné qu'elle n'existe pas en 2050. Surtout si on n'agit pas assez sur la question climatique. C'est une des dernières étapes quelque part, au moins dans le déploiement massif. Et donc si on continue d'avoir des reculs, des Trump, des détricotages du Green New Deal, des reculs même au niveau de la France, l'Union Européenne, bah, on n'est pas près d'avoir la DAX. Hein. Donc voilà, je ne sais pas si c'est le ressenti que vous avez eu en regardant la vidéo, mais moi c'est une technologie, j'ai essayé de vous montrer pourquoi c'est pas non plus possible de dire que ça n'arrivera pas. Vous voyez, parce qu'on aurait pu avoir ça, on aurait pu avoir une technologie, et si on regarde de près la physique, on se rend compte que c'est impossible de scale-up. Ça aurait pu être ça. Il y a des défis techniques, on peut dire c'est improbable ou pas, ça dépend de la perception qu'on a de différentes choses, dont notre capacité à produire toujours plus d'énergie, hein, qui est un point un peu de dissensus, au moins au sein des milieux environnementaux. Mais voilà, un truc pas très tranché parce que techno balbutiante, alors que je sais pas si vous regardez les vidéos sur la voiture électrique, c'était très tranché parce qu'aujourd'hui le bilan carbone d'une voiture électrique par rapport à une thermique, il est très clair. On peut ouvrir toutes les questions sur comment on fait pour avoir moins de mobilité, est-ce que la voiture amène pas d'autres problèmes, etc. Il y a ces questions-là. N'empêche que voiture thermique contre voiture électrique, c'est tranché. Et en fait, quand j'ai fait la vidéo, c'est il y a quelques années, c'était tranché, et c'était déjà tranché depuis plusieurs années. Donc c'est vrai qu'il y a des vidéos comme ça, voilà, je les pose sur des trucs d'avenir. Au final, on dit des trucs genre c'est compliqué et on sait pas trop. Et une fois qu'on a dit ça, on se sent moins utile que sur des vidéos où on dit ok, là c'est certain et c'est là qu'il faut pousser. Mais après, il y a des commentaires qui me disent bah, c'est important aussi sur ces sujets de dire c'est compliqué, on sait pas trop. Parce que ça permet de comprendre les évolutions futures, parce que ça permet de choisir est-ce qu'on s'oppose tout de suite à cette technologie, est-ce qu'on encourage de faire de la recherche dessus pour les gens qui ont un peu de sous, est-ce qu'ils veulent essayer de pousser ça ou est-ce qu'ils préfèrent avoir un impact direct, concret sur la réduction des émissions de CO2 en déployant du photovoltaïque en Inde, etc. etc. Merci l'amiral Bastos qui a pris un abonnement de niveau 1. Merci pour ce soutien. Et Windy, je sais pas pour le reste, juste le réseau. Nanana. Ok, donc là c'est parti sur une discussion parallèle que je vais pas trop suivre. Et Windy, peut-être que justement ça permet aux gens d'avoir des arguments et des explications à donner à leur entourage ou aux climato et c'est apprécié. Ouais, je pense que la vidéo a été. Enfin, les commentaires, hein, vraiment, je suis. Ça me met bien quand je lis les commentaires. Il y a beaucoup de commentaires positifs et même les commentaires négatifs. Bon, il y a un peu des climato-sceptiques, il y a un peu des gens qui disent bullshit ou scam sans regarder la vidéo. Mais même les commentaires critiques de la DAX et ou de mon contenu, franchement, je les comprends et je peux partager en partie ces critiques. On va y venir un peu sur les critiques. Il y a quelques commentaires, mais pas tant que ça,
qui disent que c'est trop long, que c'est un peu redondant, que c'est trop compliqué, que le ton est trop scolaire. Je peux entendre. Après, je pense que sur ce niveau de taille de vidéo et de détail, de profondeur, c'est difficile d'avoir un ton marrant ou voire ça peut desservir. Vous voyez, si je passe vraiment 40 minutes sur une techno à donner des quantifications, la conséquence c'est qu'on arrive vite sur un ton un peu scolaire. Alors j'essaye d'avoir une alternance entre les personnages, j'essaye aussi de montrer des figures, de placer quelques trucs qui font un peu sourire, mais le but c'est pas de sortir de ça, et je pense qu'il y a même des personnes qui apprécient ça, qui sont là pour ça, plus que des personnes que ça gêne. Alors peut-être que ça me bloque un certain public. Et sur le fait d'être long, redondant, il y a peut-être des lourdeurs à l'écriture. Il faudrait peut-être que j'essaye de synthétiser certaines parties. Pompe à chaleur, je ne sais pas sur quelle longueur on part, mais je pense qu'on est au moins là-dessus. On est au moins sur cette longueur. Après, ça permet aussi d'insister sur certains points, d'avoir un peu des rappels sur des choses qui paraissent importantes. Par exemple, il y avait une section sur pardon, qu'est-ce que l'élimination du dioxyde de carbone, et ça c'est une section qu'on avait déjà plus ou moins dans une vidéo précédente, mais la vidéo précédente a 6 mois, il y a des personnes qui regardent directement celle-là, donc en fait c'est surtout gênant si vous avez une bonne mémoire ou si vous regardez les 2 vidéos d'affilée, quoi. Donc voilà. L'amiral Bastos dit merci pour les éclairages sur des sujets si complexes. Bah, de rien. Scolopax 25, effectivement, ça permet d'avoir des idées sur les ordres de grandeur et ça montre qu'Elon n'est pas prêt de terraformer Mars. Donc cool d'avoir des arguments pour les technosolutionnistes. Ok, donc ça c'est intéressant parce qu'il y a des personnes du coup voilà, qui voient la vidéo comme une critique ou montrer des limites à la technologie par rapport à des discours qui seraient très optimistes dessus. Et à l'inverse, il y a des personnes qui trouvent que c'est une vidéo techno-optimiste, techno-solutionniste, qui met en avant une technologie et qui en discute le potentiel au lieu de la déglinguer, quoi. Donc j'ai l'impression d'être un peu entre deux feux, deux sensibilités. Nevaqué 716, super vidéo, bah merci. Et Win dit la vulga c'est pas vraiment du fun à toutes les minutes, en mode squeezie non plus. Ouais, c'est pour ça, donc ça dépend. Ça dépend des perceptions de chacun, mais il y a quand même plus de commentaires qui saluent les quantifications, la recherche, la construction, le fait que ce soit compréhensible, le fait que ce soit bien monté, un peu moins que la dernière fois. Vous allez vexer Mickaël, hein. Laissez-lui des petits commentaires sur le fait que le montage c'est très beau. donc ça c'est pas mal quand même sur la forme, c'est plutôt apprécié. Et après, est-ce qu'il y a des questions sur la vidéo, des remarques, des choses comme ça? N'hésitez pas, on n'est pas très nombreux, donc ça permet vraiment de prendre le temps pour vous de vous exprimer si vous voulez. On dure maximum jusqu'à 19h, parce qu'après il faut que je prépare à manger, parce que j'ai sport le mercredi soir. Maintenant j'ai des semaines bien remplies quand même. Mais jusqu'à 19h, ça nous laisse un peu de temps. Et en attendant d'éventuelles questions, je peux aussi discuter des choses qui reviennent dans les commentaires qui sont assez intéressantes. Et Windy, je m'étais noté les questions pour la vidéo, tu as répondu au fil à mesure de celle-ci. Ok, donc sur les critiques, sur les divergences, on va dire, que je vois dans les commentaires, donc c'est un peu ma lecture quand même, il y a différentes choses. Il y a déjà... Alors, on va prendre avec la question de tout ce qu'on prend du coup. Désolé, je réitère un peu mon commentaire, mais comment tu répondrais à un technophobe qui insiste avec un argumentaire basé sur l'urgence en disant pas le temps pour cette techno au développement encore trop précoce? Bah, ça c'est en fait ça c'est un argument que je peux comprendre, vraiment que je peux comprendre, et qui est lié à des divergences sur notre perception des levées d'action et sur ce qui va se passer dans les décennies à venir. Donc si on se place dans une vision de l'avenir où on se dit on va pas beaucoup agir sur le changement climatique, effectivement la DAX ça paraît trop loin, ça paraît en fait on n'ira jamais jusqu'à la DAX, donc ça sert à rien d'investir dans la DAX. Si on se dit en fait on va garder les ressources fossiles pendant longtemps, on va continuer, tout le monde ne va pas en sortir, la neutralité c'est inatteignable, etc.
bah, la DAX ne sert à rien. Et à ce moment-là, on essaye de sauver les meubles en réduisant au maximum les émissions. Et l'argent qu'on met dans la DAX, vaut mieux le mettre pour lutter contre les postes les plus émetteurs. Donc par exemple contre des centrales au charbon ou des voitures thermiques ou des chauffages au fioul. On est vraiment sur les postes émetteurs qu'on peut éliminer en investissant un peu de l'argent là-dedans. Et si on considère que les émissions résiduelles sont importantes, la DAX en face, elle n'arrivera pas à suivre, c'est pas sérieux. Si on est dans une vision de l'avenir, dans une, j'allais dire croyance, au sens la personne croit à ça, pas au sens ça n'a pas de sens de croire à ça. Vous voyez. Donc si quelqu'un est dans une croyance de on va vers une contraction énergétique, la DAX c'est discutable parce que c'est la méthode d'élimination qui demande le plus d'énergie. Et donc il y a des divergences sur la DAX qui viennent de divergences sur la vision du monde qu'on a, les idées qu'on se fait sur un certain nombre de sujets. C'est vrai que la DAX, c'est surtout logique dans une vision du monde où on considère, et moi je pense que ça se défend, hein, on considère qu'il y a de gros potentiels pour produire de l'énergie avec du bas carbone, et une partie de ça, on va devoir le mettre dans la DAX pour réduire des émissions résiduelles. Donc on bosse pour réduire les émissions au maximum, on élimine beaucoup d'usages fossiles, il en reste un petit peu à la fin, et la DAX ça peut être précieux pour ça. Mais ça suppose que, quelque part, la DAX se défend dans une vision où on pense qu'on va lutter sérieusement contre le changement climatique et qu'on va gagner 90% de ce fight, et qu'on a besoin de la DAX pour les 1, 2, 5, 10% restants avec d'autres technologies. Et donc si quelqu'un vient en face de moi et me dit bah moi politiquement je crois pas qu'on va y arriver, donc je pense que la DAX c'est gâché, bah en fait la divergence elle n'est pas sur la DAX, elle est sur la vision politique de l'avenir, elle est sur le pari qu'on fait sur l'avenir. Après, comment répondre à ça? Une réponse à ça peut être de dire en fait, ok, je sais pas si c'est ta vision de l'avenir ou la mienne qui va gagner. En fait, c'est très très dur de prédire l'avenir. Et si c'est dur de prédire, bah peut-être qu'on devrait mettre une partie de nos efforts dans des technologies qui pourraient être utiles dans certains scénarios. Donc c'est de se dire, c'est une manière de, je sais pas comment dire, de maximiser le bénéfice à venir. C'est de dire, bah ok, on ne sait pas si c'est ma vision ou la tienne qui va gagner, ou si c'est telle et telle vision de l'avenir. On ne sait pas ce qu'on va faire à l'avenir, mais on peut essayer de maximiser le bénéfice futur dans différents scénarios. Après, si c'est quelqu'un qui est persuadé qu'on n'arrivera pas jusque-là, qu'on ne décarbonera pas assez, ou à l'inverse, qui sont même optimistes sur d'autres approches, de dire mais non, c'est celle-là qui va gagner, la DAX, ça ne peut pas réduire ses coûts assez vite, etc. Donc voilà, ça c'est des discussions à avoir sur différentes visions de l'avenir, mais c'est quelque chose que je peux pas vraiment. En fait, il faudrait plein de vidéos pour faire converger les visions de l'avenir de ces personnes-là. Il faudrait parler de plein de sujets si la divergence vient vraiment de la manière dont on conçoit que la transition puisse se passer dans les décennies à venir. Donc ça c'est le potentiel, et se passe dans les décennies à venir. Donc ça c'est ce qu'il peut y avoir comme évolution, parce que c'est deux choses différentes d'avoir du potentiel et puis de le mettre en pratique. Et Trump le montre assez bien. Donc voilà, peut-être, et encore pas sûr, mais peut-être qu'avec une personne comme ça, on pourrait faire converger notre vision si on parle de plein d'autres sujets. Comment ça va se passer, le développement de l'énergie, comment ça va se passer, la réduction de telle ou telle émission, parce qu'en fait le désaccord il peut être à plein de points. Il peut être sur la production de l'énergie, il peut être sur est-ce qu'on n'est pas capable de réduire beaucoup les émissions dans tel ou tel secteur, est-ce qu'on est capable de laisser des ressources fossiles dans le sous-sol, donc ça c'est plus une question politique, comment on fait pour ne pas aller les chercher jusqu'au bout. Et donc on devrait quelque part parler de tous ces sujets pour se mettre d'accord avec une personne qui serait opposée à la DAX parce que trop lointaine, parce que utile dans un scénario de victoire climatique qui est assez dur à envisager aujourd'hui. Et je peux comprendre que ce soit assez dur à envisager aujourd'hui. Alors, y a-t-il des tentatives de séquestration de méthane, de protoxyde d'azote, de CFC, d'ozone? Une bonne question de Nayosh, donc j'ai pas tout creusé. Peut-être même que sur des questions comme ça qui sortent un peu du focus de la vidéo, ChatGPT pourrait aller plus vite que moi. Ma connaissance, c'est quand même que dans tous les cas, c'est mieux de réduire les émissions. Comme le CO2, c'est mieux de réduire d'abord les émissions.
Après, pour le méthane, par exemple, le méthane va être encore moins concentré dans l'atmosphère. Donc je pense qu'il y a des recherches un peu fondamentales là-dessus, mais ça va être encore plus compliqué parce que moins concentré. Et puis il y a une autre différence aussi, c'est que le méthane a une durée de vie courte dans l'atmosphère, une 12aine d'années. Donc en fait, il n'y a pas ce truc vraiment physique avec le CO2. C'est une molécule stable, inerte dans l'atmosphère. Donc au fur et à mesure qu'on en émet, ça s'ajoute à l'atmosphère. Et la seule manière de le retirer, c'est vraiment de le prendre physiquement et de le mettre ailleurs, soit par des procédés naturels, soit par des procédés techniques. Donc ce qu'on voulait faire, c'est moins émettre, évidemment. Ensuite, éventuellement réduire les émissions avec de la DAX, des éliminations du dioxyde de carbone de manière générale. Donc ça, on en avait parlé longuement dans une autre vidéo avec Loïc. Et éventuellement même aller chercher ce surplus, cette concentration supplémentaire dans l'atmosphère qui est là à cause de notre activité. Donc là, si vous voulez une revue des différentes technologies d'élimination, c'est cette vidéo-là qu'on avait regardée, qu'on avait faite avec Loïc. Et après, sur l'ozone, c'est encore pire parce que l'ozone, en tant que gaz à effet de serre polluant, etc., c'est l'ozone dans la troposphère. Et en fait, il est très mal mélangé. Il va être surtout concentré au-dessus des grandes villes, etc. C'est un enjeu pour la pollution de l'air. Et je pense que, plus encore que sur le méthane, l'enjeu de l'ozone, c'est de ne pas le produire. Donc en fait, de ne pas produire. En plus, on ne l'émet pas directement. C'est produit par des polluants, par des réactions chimiques dans l'atmosphère, avec du NOx, des particules fines, du rayonnement solaire. Donc le but, ça serait vraiment de limiter ces émissions polluantes pour avoir le moins d'ozone possible. Plutôt qu'aller le chercher. Pour les CFC, je sais pas, mais c'est pareil, c'est des molécules peu réactives, il y en a plein de différentes, etc. Protoxyde d'azote, je sais pas non plus. Mais c'est... En fait, la concentration de ces choses-là, le fait qu'il y ait différentes dynamiques, fait que les idées de le retirer de l'atmosphère sont beaucoup moins abouties. Et même de manière générale, si on réfléchit à l'immense majorité des pollutions qu'on a réglées plus ou moins aujourd'hui, trou dans la couche d'ozone, on a fait comment? On a réduit nos émissions de CFC, donc de certains gaz qui attaquaient la couche d'ozone. On avait un problème de pollution environnementale au plomb, qui a un impact sur la santé qui n'est pas négligeable. Ça venait notamment du fait qu'on ajoutait du plomb dans les carburants automobiles. Comment on a fait pour régler ça? On a retiré le plomb des carburants. On a interdit les carburants avec du plomb. C'est pour ça que vous avez 100 plomb à la station. On ne s'est pas amusé à aller chercher une fois qu'il a été dispersé dans l'environnement. On a arrêté de faire n'importe quoi avec. C'est vrai pour des pesticides comme les DDT, c'est vrai pour les émissions soufrées qui causaient les pluies acides. En fait, on a retiré le soufre des carburants, on fait ça au niveau du raffinage. Et donc, c'est vraiment rare cette idée de essayer de retirer un polluant de l'environnement une fois qu'il a été émis. Et on voit que même sur la question du CO2 et du climat, en fait, on envisage ça pour une portion minime. La majorité du travail, c'est vraiment de réduire les émissions. Le méthane se transforme en CO2 avec le temps, c'est comme ça qu'il disparaît. Oui, c'est pour ça que je disais sa durée de vie dans l'atmosphère, c'est une 12aine d'années. Lui, il est vraiment détruit. Et c'est pour ça aussi que si on arrive à réduire nos émissions de méthane, la concentration de méthane dans l'atmosphère, elle va réagir rapidement. C'est pas le même problème que le CO2 qui a un temps de résilience assez long. Pour ceux qui découvrent un peu ces sujets, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne les vidéos sur le cycle du carbone. On le fait. Qui remonte un peu, mais qui parle un peu de ces différences de dynamique. Notamment, là, j'avais même fait un résumé sur qu'advient-il du CO2 dans l'atmosphère qui permet de comprendre un peu ce temps de résilience qui est très long. Et Windy, j'ai bien aimé, il faut répéter que la majorité du chantier de la lutte contre le changement climatique, c'est pas l'élimination, mais la réduction des émissions, avec une belle répétition introduite par Michael. C'est une idée vraiment de lui, c'est pas des consignes de ma part, donc merci d'avoir apprécié ça. Et je me rends compte en parlant 1 heure là que je sais pas si je peux tourner demain vraiment. On verra, mais je suis encore un peu dans le dur. Il y a une vidéo de Balade Mentale qui fait un entretien avec Monsieur Jancovici. Ben je n'ai pas vu. Je sens que vous essayez de me lancer sur des sujets. Alors, pour rebondir sur la remarque d'Ewin, il y a des divergences remontées dans certains commentaires justement sur cette question qui est pas appréciée de la même manière de la distraction, de la déculpabilisation, du détournement d'attention que causent ces technologies. Donc moi je dis voilà, faut vraiment répéter que la réduction des émissions ça reste la priorité. Et il y a des personnes qui disent bah le répéter ça change rien en fait. Le fait que cette technologie existe,
ça laisse croire, ça laisse penser qu'une partie de nos émissions, ou toutes nos émissions ne sont pas graves, qu'on peut travailler pour retirer le CO2 de l'atmosphère. Donc, alors que si on n'avait aucune solution pour le retirer de l'atmosphère, bah, ça montrerait que ne pas les mettre, c'est beaucoup plus important. Et ça, c'est très difficile à trancher. C'est difficile à trancher parce qu'on parle de l'impact psychologique, social, politique de cette possibilité technologique qui existe, voilà, avec des choses à l'échelle du prototype. Est-ce que si ces choses n'existaient pas, on aurait une vision différente des réductions nécessaires? Moi, quand même, l'impression que j'ai, c'est que si on n'avait pas ces prototypes-là, l'idée qu'on puisse retirer le CO2 de l'atmosphère existerait quand même. Moi, j'ai l'impression quand même que quand on regarde l'énergie, la matière, le coût, la technique derrière, ça montre très clairement que pour beaucoup de chantiers, c'est plus rentable écologiquement, économiquement, matériellement, de réduire les émissions. En fait, de travailler sur ces technos, ça permet de démontrer ça. Ça permet de démontrer que 1000 euros la tonne, ou même 480 euros la tonne, en fait, pour 100 euros la tonne, vous réduisez de moitié les émissions dans le monde. C'est quelque chose comme ça. Donc, pour moi, c'est l'inverse. Même s'il n'y avait pas cette technologie à l'échelle de prototype, l'idée serait là. Et le fait que cette technologie soit là et qu'on puisse la quantifier, ça permet de démontrer que la réduction des émissions est prioritaire. Mais après, c'est dur à prouver. C'est dur à prouver. C'est dur à prouver. Oui, si cette vidéo n'existe pas, c'est pas pour ça que l'idée d'aller retirer du CO2 de l'atmosphère n'existe pas non plus. Si on cherche pas cette technologie, c'est pas pour ça que cette idée n'existe pas. Donc moi, je vois pas vraiment d'autre manière de régler ça que de regarder physiquement ces technologies pour essayer de faire l'arbitrage. Et quand on fait l'arbitrage, on se rend compte très clairement que pour l'immense majorité des émissions, c'est plus simple qu'il n'y ait pas ces émissions, de ne pas utiliser ces objets, d'utiliser des alternatives technologiques qui émettent moins de CO2 que d'aller le retirer de l'atmosphère. Mais pareil, dans les commentaires, il y a des personnes qui vont défendre l'inverse et il nous faudrait des études de psychologie, de sociologie sur l'influence de ces technologies et de la manière dont elles sont couvertes médiatiquement ou perçues sur l'engagement dans des actions concrètes de réduction des émissions, etc. Donc c'est pas évident. Et Nayosh dit, ça me semble facile à trancher, si le DAX n'existait pas, on se trouverait plein d'autres excuses pour ne pas réduire les émissions. Moi, c'est un peu ma perception aussi. Il y avait un commentaire par exemple qui disait, si on n'avait pas toutes ces discussions sur les technologies, on parlerait plus de décroissance, etc. Je sais pas si c'est si facile à défendre. J'ai l'impression qu'on part de la situation actuelle, mettons qu'on n'ait pas ces technologies, est-ce qu'on parlerait plus de sobriété ou de décroissance? Ou est-ce que les freins à ces choses-là, c'est pas le fait qu'on ne veuille pas réduire certaines consommations, certains services de nos sociétés actuelles? Et que s'il n'y avait pas de solution, on pourrait préférer les impacts du changement climatique plutôt que de réduire les émissions. Donc vraiment ce lien entre la perception de différents leviers, la perception du changement climatique et les actions, il n'est pas si facile. Et en fait, il faudrait une chaîne de psychologie, de sociologie là-dessus. Et j'insiste, sociologie, psychologie. Hein. Je vous ai pas dit de sciences cognitives, par exemple. Vous vous rappelez la vidéo qu'on a faite avec Homo Fabulus, là, avec Stéphane Debove, vraiment l'étude scientifique des comportements des gens, c'est de la sociologie, c'est de la psychologie, c'est pas aller regarder dans le cerveau. Donc voilà. Wendigo dit, en fait le souci est plus social que technique. Comment se dire qu'il faut qu'on réduise si on n'a pas l'assurance que tout le monde fait le même effort? Dans nos pays abondants, c'est compliqué de se restreindre. Voilà, donc ça c'est... Mais ça c'est un sujet où j'aimerais de plus en plus aller, qui est de se dire, moi ma perception, qui pour le coup, je sais, va être caricaturale, mais j'ai quand même l'impression que beaucoup de discussions sur la sobriété et la décroissance se contentent de dire ce serait bien que tout le monde consomme moins, ce qui est vrai et à mon avis un peu banal. Et en fait ce qui serait intéressant, ce serait de se dire comment on se fait si on veut aller dans cette direction. Quels sont les potentiels? C'est pas les mêmes de quelqu'un qui fait un effort sur sa consommation de Netflix, c'est pas le même impact que quelqu'un qui fait un effort sur sa consommation de bœuf. Voilà. Quelqu'un qui fait un effort sur sa consommation de l'avion, c'est pas la même que quelqu'un qui fait un effort sur
le nombre de kilomètres en voiture électrique. Donc, où sont les potentiels? Ça, c'est une question un peu d'ingénierie qui pourrait rentrer dans le cadre actuel de la chaîne. Vraiment, c'est une question de quantification, de recherche, c'est couvert par des rapports. Et après, des questions de psychologie, de sociologie, de politique, qui est une fois qu'on a identifié un gisement, comment on fait? Comment on fait en fait? Parce que c'est en fait dire si les autres consomment moins ça se passe mieux, c'est comme dire si on était moins nombreux ça se passe mieux. Je doute de l'utilité de ce genre de message. Donc une fois qu'on s'est dit ok, consommer moins de viande, clairement c'est mieux pour le climat, c'est mieux pour la biodiversité, c'est mieux pour la santé, c'est mieux pour tout le monde. Tout le monde sait ça. Pourquoi on ne consomme pas moins de viande? Comment on fait pour consommer moins de viande? Qu'est-ce qu'on met en place culturellement, économiquement, politiquement? Est-ce qu'on commence à taxer la viande? Est-ce que... vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est aujourd'hui, il y a des discours, à mon avis, sur la consommation qui sont très superficiels et il faudrait passer à l'échelon suivant, qui est comment on fait pour changer les comportements. Ce qui serait moins bien vu comme vidéo. Ça serait assez différent sur la chaîne, mais ça serait intéressant d'aller sur ce terrain. C'est quelque chose que j'envisage, mais je ne sais pas par quel bout prendre le sujet, et puis il y a beaucoup de sujets. Donc voilà, il y a des divergences sur cette question de à quel point la DAX, la manière dont on en parle, la manière dont c'est discuté par certains intérêts ou mis en avant par certains intérêts, ça influe sur nos émissions avec des arguments aussi intéressants de leur côté. Par exemple, les grosses industries pétrolières investissent dans ce genre de technologie ou dans de la CCS, etc. Donc vraiment de la capture en sortie d'usine, pardon. Si elles investissent là-dedans, c'est qu'elles y ont un intérêt. C'est qu'elles y ont un intérêt et on peut se dire que c'est pour continuer leur business d'extraction des fossiles. Si vraiment elles capturent le CO2, ça peut se défendre logiquement, mais en général, elles ne le font pas vraiment. Et donc, c'est plus pour gagner du temps, servir de diversion, dire un jour on fera des efforts, mais laissez-nous tranquilles. Et donc, il y a des arguments là-dedans. Et dans la vidéo, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est clair, mais il y a un moment où je dis que moi, j'apprécie pas trop, notamment qu'on utilise des ressources fossiles dans ces technologies de retrait de CO2, parce qu'il y a des effets structurels de lock-in. On fait rentrer des acteurs dont l'intérêt n'est pas la réduction des émissions de CO2. Et donc, si on veut continuer de se battre contre eux, faudrait un peu les exclure de ces choses-là. Après, il y a aussi une logique physique qui est que, en fait, les compétences industrielles nécessaires pour notamment séquestrer le CO2 sont quand même des compétences aujourd'hui qui sont du domaine de l'industrie fossile. Donc voilà. Donc voilà, il y a des divergences là-dessus. Je vais prendre un peu les questions. Arrêter de subventionner la viande déjà. Ouais. Non mais ça serait intéressant d'aller jusque là. Rakari, l'ADEME fait déjà dans le comment on fait. Bah je veux bien un peu de la littérature là-dessus, si tu as des trucs à me conseiller. Et j'irai plus loin, moi, c'est que il y a des discours dans certains milieux environnementaux, comme quoi le GIEC ne s'intéresse pas à ces questions de réduction de la demande. Et en fait, dans le groupe 3, il y a les questions de réduction de la demande, et il y a toutes les questions de comment on fait, de quels sont les freins, quels sont les leviers. Donc en fait, si je fais une vidéo là-dessus, je pourrais le faire avec du contenu du rapport du GIEC, dont on nie l'existence dans certaines personnes qui s'expriment sur ces sujets. Je pense que mentalement, dans une société d'abondance, ça reste curieux de voir des gens se restreindre. Ouais, non, enfin, il y a quand même... la viande, j'y pense en particulier parce qu'il y a quand même une question de co-bénéfice qu'on retrouve aussi dans la question climatique. Dans la question climatique, en fait, on a d'autres raisons de sortir des ressources fossiles. Des raisons de pollution des sols, de pollution de l'eau, de pollution de l'air, des raisons de dépendance à l'étranger. Voilà, la France a quand même pas beaucoup de ressources fossiles. C'est des grosses quantités d'argent, c'est une dépendance physique qui nous met dans des situations difficiles avec des régimes qui n'ont pas nos intérêts à cœur. Je pense à la Russie, mais je pense aussi aux États-Unis actuels. Et du coup, on a des intérêts à sortir des ressources fossiles. Il y a un intérêt géopolitique, stratégique, d'indépendance, de liberté quelque part, à remplacer des chaudières au gaz par des pompes à chaleur. Moi, je connais des gens qui ont arrêté le gaz, pas pour des raisons climatiques, mais parce qu'ils voulaient arrêter de financer Poutine et consorts. Et il y a un peu la même chose, manger moins de viande, il y a des co-bénéfices non négligeables, notamment pour la santé humaine, et c'est aussi une manière d'amener ce sujet-là. Et il y a des personnes pour qui ces co-bénéfices peuvent parler davantage. Si vous parlez à quelqu'un plus à droite de l'échiquier politique qui a moins
cette sensibilité pour l'écologie et lui dire on veut sortir des ressources fossiles parce que ce sont des dizaines de milliards d'euros qu'on envoie chaque année à des pays qui n'ont pas nos intérêts à cœur et parce que ça nous met en difficulté au moindre choc géopolitique, ça peut lui parler davantage que prendre le temps d'expliquer le changement climatique, ses conséquences gravissimes, etc. etc. Et donc, voilà, je pense que même dans nos sociétés d'abondance, il y a une partie de ces consommations superflues qui ont des conséquences suffisamment graves en dehors des questions écologiques pour pousser le sujet. Et Moindigo vend des crédits carbone. C'est tellement sensible la viande, les gens tu as l'impression de toucher à leur intimité quand tu leur dis ça, nous dit John Alb. Une idée serait de mettre repas vegan par défaut dans toutes les cantines publiques avec option viande. Mais si tu fais ça, tu as tous les populistes de l'échiquier politique sur le dos, appuyés par les lobbies de la viande. Ouais, d'ailleurs, j'en profite, il y a une belle étude qui est sortie, je sais pas, il y a 2-3 semaines, de Eat Lancet, là, sur... vous pouvez regarder, ça a été bien couvert par un article du Monde. Vous pouvez regarder ça pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, c'est une bonne porte d'entrée, je pense. Donc un travail un peu transdisciplinaire par des scientifiques qui se met un peu dans le cadre des limites planétaires sur comment on fait pour que la majorité de l'humanité mange correctement avec un impact environnemental moins grand. Et la question de la santé, elle est assez présente là-dedans. Typiquement, les pétroliers font de la capture pour injecter le CO2 dans les puits de pétrole, mais c'est pas pour des raisons climatiques, c'est juste que ça permet de faire sortir plus de pétrole de terre. Ouais, et puis parce qu'ils peuvent être aidés financièrement pour ça. En fait, injecter du CO2 pour chercher du pétrole, c'est mieux qu'injecter autre chose, parce qu'au moins on aura mis un peu de CO2 dans le sol, mais ça reste... Enfin, le but, ça devrait être de sortir de moins en moins de pétrole, quoi. D'un point de vue économique, la balance commerciale, l'importation d'énergie nous tue. Ouais, ça nous affaiblit, ça nous tue. C'est de l'argent qu'on met pas dans des choses qu'on pourrait trouver plus importantes, comme la chaîne YouTube Le Réveilleur, ou la santé et l'éducation. Bonjour Damien Groslard. Groslard, c'est joli comme nom. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un groslard, mais c'est le nom qu'on donne aussi à... Ah, mon micro. C'est le nom qu'on donne aussi à l'hybride entre un ours polaire et un grizzly. Alors il n'y a pas de D, mais voilà. Quand je vois ton nom Damien, je vois ça. On dirait une image d'IA, mais voilà, il y en a qui ne sont pas d'IA là-dedans. C'est un groslard. Ça j'y crois pas. C'est un groslard ou un pisli. Entre un grizzly et un polar bear, d'où le groslard. J'ai une image de groslard juste dans mes présentations parce que j'aime beaucoup dire groslard, donc ça me fait plaisir de lire ton nom. Il est tout rond, ouais, il est bien touffu, ouais, sauf quand il est mouillé, mais belle bête, belle bête. Je préfère la voir de loin, hein. Si je la voyais dans la forêt, là, je serais beaucoup moins serein. Je sais pas comment se partent vos forêts, mais c'est la bonne période pour aller chercher des champignons. Moi j'en ai eu dans la mienne, c'est plaisant, c'est un temps calme, vous vous ramenez à manger, et j'aime bien chercher les champignons. Après on pourrait... Alors il y a plein de réflexions sur la viande, du coup ça nous emmène loin de notre sujet, mais... après on pourrait faire la transition en douceur pour la viande, introduire les repas véganes au fur et à mesure, réduire l'agneau, le bœuf en premier. Ah oui, oui, oui. Alors moi je suis pas dans une... Moi déjà, je suis pas strictement végétarien, mais je le suis quand même quasiment. Mais par contre c'est quelque chose que j'ai fait progressivement. En fait j'ai assez vite presque tout retiré. Et j'en avais encore un peu le week-end, même quand j'étais moi tout seul. Et ensuite ça a sauté le week-end plus doucement. Et maintenant je fais gaffe même quand je suis en déplacement. Parce qu'en déplacement c'était plus compliqué. Vous voyez, quand il vous faut un sandwich et tout, c'est quand même une tranche de jambon. Vous allez me dire en quantité, c'est pas énorme. Mais... Donc ça je commence à faire plus d'attention. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai fait évoluer progressivement. Et autour de moi, je fais évoluer progressivement. Didus 107, les stocks de terres rares, sujet encore éloigné de la vidéo, donc je vais répondre très vite à Didus 107, ça évolue comment en fait? Les stocks géologiques sont ahurissants par rapport à ce qu'on a besoin pour la transition, même si on se réduit à ce que mesure l'USGS, donc en fait à des réserves déclarées et vérifiées par des pays, on est à des quantités très grandes. En fait les terres rares sont pas rares, c'est aussi abondant, je peux vous montrer peut-être Element Abundance. Je sais pas si j'ai ce que je veux. Moi je l'ai vu dans la croûte terrestre. Croûte terrestre. C'est pas là-dessus.
Donc là, on regarde l'abondance dans la croûte terrestre, et vous voyez, les terres rares, c'est ce qui est en bleu ici. C'est une échelle log, mais vous n'êtes pas très loin de métaux industriels, le plomb, le zinc, le nickel et le cobalt. Et en fait, donc c'est assez présent dans le sous-sol, mais on l'utilise en très petite quantité par rapport à ces métaux. En fait, les terres rares, c'est utilisé en général pour doper des matériaux, et d'ailleurs, c'est pas vraiment lié à la transition. Il y en a dans les trucs de la transition, mais il y en a partout ailleurs. Regardez ma vidéo sur les terres rares, Dédus 107 si ça t'intéresse, regarde la vidéo sur les terres rares. Donc, il y en a beaucoup dans le sous-sol, on les utilise en quantité homéopathique, j'exagère un peu, mais on les utilise en petite quantité. À la différence de l'homéopathie, ça a des effets très intéressants, c'est pour ça qu'on les utilise. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la question géologique ne se pose pas, vraiment ça ne se pose pas. Il pourrait y avoir des questions de flux, et encore, vu que ce n'est pas un élément clé de la transition, il n'y a pas trop de questions de flux. Il y a une vraie question géopolitique, stratégique, etc. Parce que c'est extrait en très bonne partie en Chine et raffiné en quasi-totalité en Chine. On a besoin pour des trucs clés, notamment des aimants permanents qu'on met partout, dans des moteurs de voiture électrique, dans des moteurs de TGV, dans le lave-vide de la voiture, dans des missiles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la mainmise de la Chine sur cet élément clé de plein de technologies industrielles fait qu'elle a une puissance de géopolitique ahurissante à cause de ça. Et nous, on a perdu ce savoir-faire. Donc c'est des métaux qui sont critiques pour moi, surtout pour ces questions-là, de chaînes d'approvisionnement qui sont limitées dans un certain nombre de mains, parce qu'on les fait en petite quantité, avec des savoir-faire clés qui peuvent mettre à mal des filières entières, voire la sécurité d'un pays. Et il y a eu un peu d'actualité récemment là-dessus, parce que la Chine a dit qu'il faudrait... je vais retrouver ça... Et après on arrête les parenthèses, on revient sur le sujet. La Chine a dit tout comprendre sur les terres rares. Je ne sais pas si on va trouver le bon article, mais en gros que maintenant il faudrait une autorisation de leur part quand vous utilisez des terres rares dans différentes technologies et qu'ils ne la donneraient pas pour des technologies militaires. Je vais un peu vite, vous regarderez dans les détails parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais du coup, cet aspect géopolitique clé des terres rares, qui est vraiment le sujet sur les terres rares, il revient là sur le devant de la scène avec cette actualité qui est de quelques jours. Damien Groslard dit: je suis fan de Damien Lillard, le basketteur, et gros, c'est mon nom. Je connaissais pas le Groslard. Ben voilà, si tu retires le D, la ref sera encore plus belle. Mais tu perds la ref à Damien Lillard. Nevaqué 716, à chaque fois, ça part souvent en mode plus de viande du tout, alors que si on réduit, c'est moins violent et ça marchera, je dirais, mieux. Ouais, si je fais une vidéo sur la viande, on pourrait discuter de ça. Que réduire, quelle quantité, est-ce qu'il y a des viandes en particulier à cibler? La question elle est un peu différente suivant si on regarde l'usage des sols, l'utilisation d'eau, le climat, mais quand même globalement, réduire la viande bovine c'est une première étape. Même remplacer la viande bovine par du poulet, l'intérêt est assez clair. Il l'est moins en termes de souffrance animale parce que vous tuez plus d'individus. Donc il y a cet argument là qui est un peu en décalage, mais pour la plupart des impacts environnementaux, le bénéfice est très clair de juste faire ça. Un collègue qui me chambrait pas mal avec mes repas sans viande, je lui ai une fois sorti une chose que tu avais dit en live. La première question sur la biodiversité, c'est l'occupation des sols. Il y a beaucoup trop de terres agricoles. Si on réduit 20% de consommation de viande, on réduit d'autant la quantité de terres agricoles. C'est pas un si gros sacrifice. Il a apprécié le discours et a pas mal arrêté de me chambrer depuis. Alors ça, si vous voulez un élément... Alors, cette vidéo n'est pas faite, mais je me vois qu'il y a de l'intérêt, donc il faudrait que je la fasse aussi. Mais si vous voulez regarder... comment je peux trouver ça? Si vous voulez télécharger une image pour cet aspect là, est-ce que je vais la trouver? Si vous voulez télécharger une image, c'est celle-là. Attendez, est-ce que je peux... Bon, j'ai pas le meilleur lien. Ah si, non. Si, c'est dans les assets de World Data. Donc si vous voulez une image, on l'a déjà montré dans la vidéo sur la thermo parce que la thermo, on a approché cette question sous la forme de l'efficacité, mais ça revient au même. Hein. Donc là, sur la Terre, on a 29% de continents et 71% d'océans. Sur les continents, on retire les glaciers et les terres, les déserts de sel, etc. Et on a 71% des continents qui sont habitables. La moitié de ça, c'est le système agricole humain. C'est la moitié. Vous voyez, il y a des personnes qui imaginent qu'on est très proche de limites physiques, énergétiques, etc. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça et je vous renvoie vers les vidéos sur la thermodynamique si vous voulez entendre les arguments. Mais par contre, on est quand même proche d'une limite qui est la surface qu'on occupe.
la surface occupable est déjà occupée à moitié par notre système agricole. Ce qui est énorme. Les 3/4 de cette moitié, c'est pour faire des produits d'origine animale. Et ces 3/4-là sont utilisés pour 18% des calories et 37% des protéines. Sachant que là, il y a une allocation qui est que les céréales qui sont utilisées pour faire des produits animaux, vous voyez par exemple les grains qui sont donnés pour les poulets, on les a mis là-dedans. Donc là, c'est vraiment l'alimentation végétale pour l'homme. Et ces 23%, ils couvrent la majorité des calories consommées par l'humanité et la majorité des protéines. Donc là, vous avez vraiment ce truc de l'impact disproportionné des produits animaux, production de viande en particulier, bœuf notamment. Donc voilà, si vous voulez insister là-dessus, et là-dessus ça montre quoi? Ça montre que si on consomme moins, il y a des gains en fait, il y a des gains de surface, il y a des gains d'impact. Si c'est dur de passer à zéro, vous passez pas à zéro. C'est un peu comme, est-ce que c'est dur de faire une vidéo? Oui, c'est dur. Alors comment je fais? Je fais une étape à la fois. Si je repars dans 150 heures et je suis concentré sur la fin, c'est très dur. Non, je commence par faire des recherches, ça va être intéressant. Ensuite, je me dis, ok, cette semaine-là, il faut que tu aies écrit le script. Vous découpez comme ça. Pareil, si vous voulez aller jusqu'à être végétarien, vous n'êtes pas obligé, hein, vraiment. Si vous consommez juste moins de viande, c'est déjà un gain. Vous dites, voilà, d'abord, je fais sauter un repas par semaine. Ensuite, tous les soirs, je mange de la viande que le midi. Ensuite, je mange de la viande plus que le week-end. Ensuite, je mange de la viande plus que quand je vais chez des amis, parce que j'aime pas être relou. Ou quand je vais au resto, ça se défend aussi de se dire, je mange de la viande de temps en temps, je mange des bonnes viandes. Pourquoi pas? Donc, allez-y progressivement, mettez la barrière au boulet. Quand vous avez des gens autour de vous, essayez de faire un peu pareil et de faire avancer petit à petit. M. Indigo, c'est terre rare dans le sens il y a peu de minerais dans 1 kilo de terre extraite. On pourrait regarder la teneur minerai terre rare, mais pour moi, la teneur dans les minerais, elle est plus importante que de l'or, par exemple. Est-ce qu'on va trouver ça, la teneur dans les minerais? Je ne sais pas si je pourrais répondre à la question à la volée. Là, ils mettent la teneur dans l'écorce, c'est 0,08%. Voyez, alors que la teneur de l'or dans les minerais, c'est de 1 million, 1 gramme par tonne, je crois, dans les minerais. Donc là, on n'est pas dans les minerais, on est dans la moyenne de la croûte terrestre, et dans les minerais, ça va être plus élevé. Donc non, pour moi... Alors attendez, les réserves de 5% d'oxyde de terre rare dans les minerais. Alors il y a plusieurs éléments là-dedans, il y a plusieurs terres rares qui sont mélangées. Et en fait pour moi, rare, ça vient juste d'un temps où on n'arrivait pas à les séparer, on ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas où les trouver. C'est pas rare, d'un point de vue géologique, c'est pas rare. Il y a un problème géopolitique, il y a un problème écologique qui est que c'est difficile à séparer, donc ça demande des produits chimiques ou des transformations ou de l'énergie. Mais vu que on ne l'utilise pas en grande quantité, en fait, ramener à l'utilisation, vous voyez, vous prenez une voiture électrique, faudrait faire les calculs de la CV, je vais dire un truc un peu au doigt mouillé, hein, ne me croyez pas sur parole, mais je pense que si vous prenez une voiture électrique, si vous essayez de calculer l'impact écologique des différents matériaux, vous aurez plus d'impact dans le bobinage en cuivre, par exemple, je sais plus, il y a 60 kg de cuivre dans une voiture électrique, que dans les quelques quantités, je ne sais même pas dire combien, de terres rares. Vous voyez, il y a par kilo, les terres rares, ça peut être plus impactant que le cuivre par kilo, mais vu qu'on utilise beaucoup loin, je suis même pas sûr qu'en termes d'impact, ça soit si grand que ça. Donc terres rares, c'est très mal noté, très mal nommé. Métaux rares, c'est une appellation de merde. Dans les rapports scientifiques techniques, il y a une appellation qui est reconnue, c'est la question des métaux dits critiques. Ils peuvent être critiques pour des questions géologiques, ça va être le cas du platine par exemple. Le platine, c'est un métal qui est vraiment rare pour le coup dans la croûte terrestre. Vous voyez, le platine en fait il est là, ça fait partie avec l'or des métaux les moins abondants. Ça peut être critique pour des questions écologiques si c'est extrait dans des endroits où il y a des problèmes d'accès à l'eau. Ça peut être critique pour des questions stratégiques, sociales, politiques. Et donc métaux critiques, c'est vraiment la porte d'entrée dans le terme. Si vous tapez métaux rares, vous tombez sur n'importe quoi. La sensation de satiété sans viande, c'est dur, je trouve. Ah ouais, moi j'ai jamais eu ce problème. Mais c'est aussi... Je suis en train de mourir là, je suis en train de me noyer dans mon mucus. Je sais pas si vous voulez d'autres détails, mais...
c'est aussi une question d'équilibre. Enfin, moi, moi, je cuisine beaucoup en plus. C'est moi qui cuisine. Un plat végétarien, c'est souvent, je pense, en tout cas chez moi, c'est un tiers de légumes ou un peu plus, un tiers de céréales, un tiers de légumineuses. Des céréales et des légumineuses, ça tient bien le ventre quand même. Hein. Perso, maintenant ça m'arrive de pas manger de la viande du tout pendant des semaines et ça va. Hein. C'est une question d'habitude. Alors, la difficulté, c'est aussi que des personnes voilà, qui ont eu l'habitude de grandir dans un contexte où vous avez de la viande, ben, c'est toute une alimentation et des habitudes à réinventer ou à trouver. Et ça demande du temps aussi. Donc une facilitation, ça peut être aussi d'introduire ça autour de soi, quoi, d'inviter des personnes et de leur faire un bon plat végétarien. Alors je vois que Wisebot dit aujourd'hui on discute de la dernière vidéo de la chaîne, mais en fait on a un peu dérivé, non? M. Windigo demande c'est radioactif souvent en plus non dans les extractions. Alors oui et non, en fait il peut y avoir des métaux radioactifs genre le thorium, mais on parle de radioactivité naturelle, donc on parle vraiment d'une radioactivité qui est très faible. Hein. Alors, Rakari, l'ADEME finance notamment beaucoup d'actions et d'ateliers dans les collectivités qui peuvent être à la fois théoriques et pratiques et mettent en relation des territoires qui agissent. Certaines régions ont aussi poussé à la création de communautés locales, les potes pionniers ordinaires de la transition écologique qui, dans certains endroits, ont bien pris. Rien que mettre les habitants motivés en lien, liste mail de diffusion locale, ça fait avancer. Donc je pense que c'est sur la question de la sobriété. Ok, merci. Merci pour le complément. Il y a plein de vidéos, cours d'initiative locale sur la chaîne YouTube de l'ADEME. Il faut fouiller. Ah, j'irai jeter un coup d'œil. Jérémy Vira me pose une dernière question sur mon alimentation et ensuite on repasse un peu sur la vidéo. Il y a quelques autres trucs que je voulais vous dire. Il me demande est-ce que je mange des substituts de viande type cordon bleu, végé, bacon végé. Alors oui, un peu. Donc bienvenue dans ma petite vie tranquille. J'ai un repas traditionnel quand je rentre des courses parce que j'ai pas trop le temps de faire la cuisine à ce moment-là. C'est que je vais manger typiquement des trucs déjà préparés. Donc ce genre des nuggets végétariens et tout, de différentes marques. Hein. Je sais pas, j'ai Apivore en tête, mais il y en a plein d'autres, je suis désolé pour les autres. Et en général, c'est pas trop mal. Et je mange ça des fois avec des galettes de pommes de terre, pareil, surgelées et tout. Donc c'est vraiment le repas rapide de la semaine. Et le reste du temps, je me fais plutôt à manger. Des dalles, des quiches, des tartes, des salades, des soupes. Je sais pas si je vous donne envie là, des lasagnes, il y a plein de trucs. Mais bref, on n'est pas une chaîne d'alimentation. Ripley me dit manque de fer, un petit steak. Non, je suis malade parce que j'ai un enfant en bas âge et tous les parents qui ont des enfants en bas âge sont malades assez régulièrement. Ces petits nids de virus là. Alors, je vais reprendre un peu des commentaires sur la vidéo. Quand même, ce que je vous ai pas raconté, c'est que déjà, elle est quand même notée 47 sur Tournesol, hein, ce qui est pas mal sur une vidéo que moi je percevais comme assez lointaine, quoi, assez peu. Ça met en place des choses du quotidien. Je suis pas sur la bonne, pardon. Je suis pas sur la bonne parce que on a fait deux sujets qui se. Ah oui, là elle est notée 28. Ok, ça me paraît plus logique. Elle est un peu plus lointaine que celle sur l'élimination parce qu'en plus on est sur une technologie un peu plus lointaine. Et je voulais montrer un peu les premiers commentaires. Donc en fait il y a des commentaires un peu moqueurs. Vous voyez, les Shadok auraient adoré l'idée, donc cette idée de émettre du CO2 pour aller le chercher derrière, ça fait un peu Shadok. Et il y a beaucoup de commentaires aussi sur le fait que pourquoi s'embêter à mettre en place des machines plutôt que de mettre en place des arbres. Alors attendez, je vais juste prendre les dernières questions. Pour revenir au sujet, y a-t-il une tentative de DAX près de sources de CO2 naturelles, exemple des volcans? Ça pourrait aider à augmenter l'efficacité et diminuer les coûts.
À ma connaissance, non. Je sais pas si c'est si concentré au niveau de volcan. Il faudrait vraiment aller le chercher au niveau du dégazage. Et puis sur les sites industriels qui émettent du CO2, je vous renvoie vers une autre vidéo de la chaîne qui est celle sur la capture. L'objectif européen de réduction de 55. La capture de CO2 en sortie d'usine, qui est celle-là, là, avec des miniatures que je faisais moi-même, donc qui sont moches, mais qui avait fait 174 000 vues. Hein. Vous voyez que la chaîne est en train de péricliter quand même au fil du temps. Il y a de moins en moins de vues. J'approche de ma date de péremption. Et Datal, je suis en cure de châtaigne. Là, j'ai vraiment trop ramassé. La belle période. Châtaigne champignon, belle période. Comment on évalue leur production à impact avec quelques grilles référentielles pour ces machines, demande Damien Grollard. Parce que si c'est pour tout détruire l'environnement et les gens pour intégrer du carbone, c'est pas rentable. Bah ça c'est couvert dans la vidéo. Sur la matière, sur les émissions de CO2, etc. C'est couvert dans la vidéo et je vais y venir un peu en parlant d'afforestation, de reforestation. Donc il y a pas mal de personnes qui disent que ça serait plus simple quand même de mettre des arbres plutôt que d'aller chercher le CO2, l'extraire de l'atmosphère. Et elles ont raison. Elles ont raison et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui est majoritaire, c'est de planter des arbres. Ça pose plusieurs problèmes. D'abord, il faut vraiment se rendre compte, et en fait je me rends compte avec beaucoup de commentaires sur cette question-là, que ça mériterait une vidéo ou deux. Il y a un premier truc qu'on avait vu sur le cycle du carbone, c'est que dans un monde à peu près stable, en termes de température, de concentration de CO2, etc., une forêt mature, ça émet autant de CO2 que ça en absorbe. Vous voyez, donc, en fait, si on veut sortir du carbone de l'atmosphère, ce qu'il faut faire, c'est pas planter des arbres, c'est rajouter des surfaces supplémentaires de forêt. Donc ça c'est vraiment un truc important à garder en tête. Et une limite pour ça va être la surface qu'on a de disponible pour le faire. Après, moi j'ai vraiment une vision, j'allais dire un biais, mais je pense que ça se défend, donc une vision qui me vient de ma compréhension du cycle du carbone et qui est une vision que les gens qui travaillent sur ces sujets d'élimination du carbone diraient like for like, donc une vision d'équivalent, entre guillemets. Pas entre guillemets, une vision d'équivalent. Et alors, pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand vous prenez du gaz dans le sous-sol, que vous le brûlez dans votre chaudière, vous sortez du carbone qui était stocké pour très longtemps, depuis très longtemps, et qui aurait été stocké pour très longtemps dans le sous-sol, et vous l'ajoutez à l'atmosphère. Vous rajoutez du CO2 dans l'atmosphère qui était dans un stockage géologique. Si vous mettez un arbre à la place, c'est quelque chose qui est en surface, qui peut être éliminé par un incendie, qui peut être éliminé par le prochain qui veut construire un supermarché à la place, qui peut être éliminé par le prochain changement climatique, qui transforme, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un point de bascule qui est assez proche, qui est la transformation de l'Amazonie en savane. Donc il y a plein d'endroits sur Terre où aujourd'hui il y a des forêts, où peut-être il n'y aura plus de forêts à cause du climat. Et donc le stockage, cet arbre, il va mourir si ça se passe comme ça, le CO2 retourne à l'atmosphère. Donc le stockage, c'est vraiment avoir une surface de forêt qui reste une surface de forêt. Et ça, vous ne pouvez pas le garantir sur des temps géologiques. Donc en fait, pour moi, quelque part, la vision que j'ai de ce sujet, c'est que pour moi, quand on plante des forêts, en France, on a les forêts qui s'étendent, mais avec le changement climatique, ça se passe pas très bien, mais on a quand même la surface au sol qui s'étend. Pour moi, ça compense la déforestation initiale. Vous voyez, cette logique d'équivalence, c'est les surfaces sur lesquelles il y a des forêts qui poussent aujourd'hui, c'est des surfaces qui sont propres à faire pousser des forêts. Les surfaces qui sont propres à faire pousser des forêts, c'est des surfaces où il y avait des forêts il n'y a pas si longtemps. On a déforesté chez nous pour mettre des champs et construire des cathédrales, mais il y a eu des forêts à cet endroit-là. Quand la forêt pousse, ça compense la coupe de la forêt. Ça compense pas des ressources fossiles. C'est pas équivalent d'avoir du stockage de CO2 sur une surface de forêt et d'avoir du stockage de CO2 géologique. Et la DAX, c'est plus chiant, ça coûte plus cher, ça demande des matériaux, ça demande de l'énergie. C'est un stockage qui est équivalent. C'est un stockage qui est équivalent si ça fonctionne bien. Avoir du CO2 dans le sous-sol, c'est la même chose qu'avoir du CO2 dans le sous-sol. Avoir du CO2 dans le sous-sol, c'est pas la même chose qu'avoir du CO2 dans une forêt. Donc il y a ces différences un peu de compréhension, avec une compréhension encore chez beaucoup de gens qui imaginent qu'un arbre c'est genre un aspirateur à CO2, comme si les forêts ne cessaient d'aspirer du CO2. Vous comprenez bien que si c'était le cas, en fait il n'y aurait plus de CO2 sur Terre depuis longtemps, il y a des forêts depuis des centaines de millions d'années. Le vivant, de manière générale, avant qu'on mette le bazar, dans une situation climatique stable, absorbe autant de CO2 qu'il en émet. Je ne sais pas si vous entendez le bruit de fond, là.
Les feux de forêt, de plus en plus fréquents à cause du réchauffement, ne rendent-ils pas ces stocks de CO2 précaires? Alors c'est vrai, mais plus que les feux de forêt, il y a vraiment le fait qu'il y a des évolutions des températures et des précipitations qui font que ces surfaces peuvent tenir de moins en moins de CO2. Mais c'est en fait, quelque part, les feux de forêt sont une conséquence de ça. Les feux de forêt, c'est une conséquence du fait qu'il y a des arbres qui meurent et il y a des forêts qui s'assèchent. Et du coup, il y a des feux qui sont plus fréquents. Et en fait, le problème, c'est les arbres qui meurent et les forêts qui s'assèchent. Parce que si vous avez ce type de transformation, eh bien après, à la place, vous ne pouvez pas avoir d'autres arbres. Je suis désolé pour le bébé. Il est pas maltraité. Je pense qu'il est fatigué et qu'il a très faim. Mais on va s'occuper de lui malgré mon absence. Alors Nayosh dit augmenter les surfaces marécageuses, augmenter. Alors il y a d'autres questions aussi sur les mangroves, etc. C'est vrai. Après, il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, on est encore dans une logique, enfin dans une situation, pardon, où ces surfaces sont détruites majoritairement. Il y a plus de marécages détruits que de marécages créés, il y a plus de mangroves détruites que de mangroves créées. Et on est encore dans une situation de déforestation nette. Il y a des endroits où on plante des forêts, il y a encore des endroits où on déforeste. Et du coup, là, le premier truc à faire sur ces questions de stocker plus de carbone dans les sols, ce serait plutôt de lutter contre la déforestation, contre l'assèchement de marécages, contre l'exploitation de mangroves, etc. Donc ça serait plutôt là quel curseur, on n'est pas dans la bonne direction. Et après, il y avait beaucoup de questions, du coup, une fois qu'on a parlé du fait d'afforester et reforester, il y a beaucoup de questions qui se disent, ok, mais comme on est limité par la surface et que ça ne capte pas éternellement, ce qu'on devrait faire, c'est de faire pousser du bois, de prendre ce bois et de le mettre dans des mines ou de le couler au fond de l'océan, vous voyez, pour stocker le carbone sous forme de bois. Et ça, en fait, on ne le fait pas trop pour des raisons physiques, mais il y a un truc qui se rapproche de ça, qui est de prendre ce bois, de le brûler, de prendre le CO2 qui en sort, et ça de le mettre dans le sous-sol. Et c'est une technologie dont on parlait dans les différentes technologies d'élimination du carbone, qu'on appelle la BECS. Et en fait, je me rends compte que je ne sais pas si j'aurais le courage de le faire, et ce serait plus simple si quelqu'un connaît ce sujet. Mais la petite série sur l'élimination qui a l'air d'intéressant les gens, s'il y en a une suivante à faire, c'est sur afforestation, reforestation et BECS. Le bois flotte, il ne va pas rester au fond de l'océan. Il y a des personnes qui envisagent de faire de la submersion de bois quand même, donc il doit y avoir des techniques, je ne connais pas du tout. Mais je pense que, par exemple, si on regarde la vidéo qu'on avait faite avec Loïc, justement, où on voit les différentes approches, où est-ce qu'on les voit toutes? On voit, il y en a une qui s'appelle enfouissement de biomasse, bon ça c'est plutôt dans le sol, et immersion de biomasse. Donc c'est envisagé, donc je suppose que ils doivent se rendre compte que le bois flotte, donc il doit y avoir des astuces. Mais en tout cas, sur cette question du bois, et avec des questions aussi sur, ok, plutôt que le brûler, on pourrait aussi faire de la construction avec. Et donc on a un stock dans les sociétés de bois. Et là, c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi, mais clairement, il manque une vidéo là-dessus. Il manque une vidéo là-dessus, et beaucoup de commentaires qui tournent autour de ça se rendent pas compte un peu de ces limites. Damien Grollard, je vais souvent radoter, mais c'est grâce à la comptabilité qu'on peut précisément mesurer nos activités et nos progrès, par exemple en ODD. Et c'est par la valorisation des activités économiques régénératives qu'on peut transitionner le plus rapidement. C'est fondamental, notamment pour mesurer la pertinence des technologies. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'intérêt, mais dans cette vidéo, on parlait un peu des limites de la forestation, de reforestation. Il ne faut pas en faire un truc miracle non plus. Il y a des problèmes de biodiversité, d'impact sur les communautés locales, donc il faut le faire correctement. Et là où je te rejoins complètement par contre, c'est que ce qu'on peut commencer par faire, c'est lutter contre la déforestation, lutter contre l'assèchement des marais, lutter contre la destruction des mangroves, et il y a des gains sur différents facteurs. Il peut y avoir des gains pour les communautés locales, il peut y avoir des gains pour la biodiversité évidemment, et donc là il y aurait quelque chose de très intéressant. Je suis pas en train de dénigrer ça, je dis juste que dans les commentaires que j'ai vus qui défendent, qui disent voilà pourquoi des machines, on a des arbres, il n'y a pas toujours cette compréhension que c'est pas équivalent du point de vue du stockage, et il y a parfois la croyance que c'est un peu des aspirateurs à CO2, qu'il suffit de planter des arbres et ils vont retirer du CO2 continuellement de l'atmosphère. Et donc ça mériterait un rappel, au moins sur cette série sur l'élimination. Peut-être que dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire un monde où j'ai 10 personnes comme moi qui travaillent pour moi, que j'ai pas besoin de payer d'ailleurs, ça aurait peut-être été plus malin de faire une vidéo sur la biomasse, sur la forestation, reforestation et la BECS avant celle sur la DAX.
C'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec la comparaison à la fin. Mais il y a clairement des choses qui sont pas bien passées, pas bien compris. Enfin, comme d'habitude, c'est assez compliqué, quoi. Euh, euh, il y avait des remarques un peu dans les commentaires, dans les parties critiques qui. On a déjà frôlé la question, mais qui demandaient ou critiquaient le fait que euh, on aurait une attention disproportionnée pour cette question de la DAX par rapport à son apport, au moins à moyen long terme. Et ça peut être vrai, mais c'est pas un argument non plus contre la vidéo. Quelque part, si le système nous amène à beaucoup parler de ces sujets, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a besoin d'une vidéo sur ma chaîne pour en parler. Après, c'est vrai que, enfin, faut se rendre compte que l'impact de la DAX sur les émissions actuelles, il est nul, ou il est tellement proche d'être nul qu'il est nul, quoi. Donc si on raisonne comme ça, c'est vrai que ça méritait pas une vidéo sur la chaîne. Il y a eu des commentaires intéressants auxquels j'avais pas pensé, notamment sur... on a cette question qui se pose sur le fait qu'on va avoir de plus en plus de production d'énergie, notamment d'électricité, qui sera, des fois on dit intermittente, variable, dépendant de la météo. Photovoltaïque, éolien, ça produit pas tout le temps. C'est maintenant les moyens, surtout photovoltaïque, les moins chers de produire l'électricité. Et il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu sur à quel point on peut avoir une DAX qui fonctionne de manière interruptible. À quel point on pourrait utiliser des surplus. Alors ça, j'y crois pas trop parce que tout le monde les veut, les surplus. Mais à quel point on pourrait avoir une DAX qui fonctionne au photovoltaïque quand le soleil brille et qui fonctionne plus quand le soleil ne brille pas. Parce que l'avantage, c'est que ça serait une électricité plutôt bas carbone. L'avantage, c'est que ça serait une électricité du coup pas très coûteuse. Le désavantage, c'est qu'il faut des procédés interruptibles. Et ça veut aussi dire que l'usine que vous construisez, en fait, elle ne fonctionne pas tout le temps. Donc vous la rentabilisez sur moins d'heures. J'ai regardé quelques trucs rapidement, parce que c'est pas si évident. J'ai l'impression qu'il y a une partie des procédés qui sont interruptibles, dont le truc typique de faire tourner les ventilos et d'absorber sur des sorbants solides. Bah, vous ne faites pas tourner les ventilos, vous absorbez moins de CO2, et en fait, bah, quand vous avez les legs, vous faites tourner les ventilos. Et après, ce cycle où vous avez besoin de chaleur, de récupérer le CO2, le compresser pour le séquestrer, etc., bah, faut les legs. Mais vous voyez, vraiment le truc de saturer sa matrice, vous pouvez le faire quand il y a les legs pour faire tourner les ventilos. Donc voilà, il y a une partie des procédés qui paraissent interruptibles. Après, le problème aujourd'hui, c'est que c'est un investissement assez lourd au début, et donc vous avez envie de le rentabiliser sur le maximum d'heures. Donc c'est plus une question économique, et là encore, ça va dépendre de l'évolution. Mais c'est vrai que s'il y a des procédés interruptibles, ça peut être un argument de se dire on a une consommation qui peut être interruptible. On rajoute ça en France, on a des centrales nucléaires qui aiment bien fonctionner en base. Quand on a un surplus d'élec, on stocke du CO2. Et quand on a des besoins parce qu'il fait froid en hiver et qu'on n'a plus de vent, et bien là, on interrompt cette consommation-là. Et si on a mis des moyens en face pour cette consommation-là, ils viennent nous aider dans les moments de tension. Donc, avoir une consommation interruptible, ça peut être un intérêt dans le système électrique de demain. Et est-ce que la DAX peut le faire ou pas? Techniquement, possiblement pour certaines technologies. Donc c'est une porte qui est ouverte et c'est un sujet qui m'est venu en lisant les commentaires. Enfin, il y a des personnes dans les commentaires qui posaient cette question. C'est une question pertinente que j'ai pas du tout pensé à couvrir. Damien Grollard dit, c'était pas ce que je disais, je suis d'accord avec toi, je parle juste de gestion de projet, par exemple de résolution des Nations Unies comme les ODD. 15 ans plus tard, on n'a même pas les 7 comptables alignés sur les accords internationaux et même pas les indicateurs au niveau national. Ah oui, ok. On n'était pas sur le même sujet. Du coup, je vois pas exactement ce que tu veux dire. Tu veux dire que si on intégrait mieux ces objectifs de développement durable, ça aurait des impacts sur les choix qu'on fait en termes de... Pour l'instant, on fait des choix qui sont surtout orientés sur des aspects économiques ou juste CO2. Et ça permettrait de faire des choix qui prennent mieux en compte ce qu'on veut faire en termes de développement humain, quoi. Je pense qu'on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord, mais je suis pas entièrement sûr de comprendre. Après, quand j'étais gamin, le solaire et l'éolien, c'était zéro en termes de production. Pareil pour les véhicules électriques. Ouais, ça évolue assez vite. D'ailleurs, je dis même sans amélioration technologique, la DAX va devenir de plus en plus efficace. La concentration en CO2 dans l'atmosphère augmente avec le temps, avec nos émissions. Alors cette solution sera encore meilleure à l'avenir, suffit d'attendre. Alors pour le coup, ça augmente quand même relativement lentement. Et qu'on passe de 0,0420 à 0,0...
Je sais même pas si j'ai le bon nombre de zéros. 440, je suis pas sûr que ça change tant que ça. Ça sera un peu plus efficace, mais je suis pas sûr que ça change tant que ça. Il y a des pistes, j'en parlais un peu dans la vidéo, et il y a des personnes qui envisagent d'utiliser des structures existantes, par exemple, plutôt que de tirer exprès des ventilos, d'utiliser des endroits où on utilise déjà de la ventilation pour des systèmes de refroidissement, par exemple, qui doivent brasser de l'air ou qui font déjà passer beaucoup d'air, comme les tours de refroidissement des centrales nucléaires, etc. Donc de se greffer sur des infra existantes. Donc je pense qu'en termes d'optimisation, il y aurait des trucs un peu smart, mais il y a toujours des questions économiques, techniques qui se posent derrière. Je vous avais laissé quelques trucs dans les sources pour ceux qui voudront aller plus loin. Donc là, la question sur l'interruptibilité, ouais, je pensais que ça méritait une mention parce que c'est un commentaire que j'ai trouvé intéressant. De manière plus étonnante, il y a une partie... en fait, je comprends, mais... Bon, c'est intéressant. De manière plus étonnante, il y a une partie sur... pardon, c'est pas cette vidéo. Il y a une partie sur les coûts. Et ça, c'est une partie qui a fait réagir pour deux raisons que j'avais pas vraiment anticipées. Une technologie coûteuse. Et en fait, dans cette partie sur la technologie coûteuse, il y a un truc que je fais, c'est que je ramène ça à l'empreinte moyenne des Français en disant que c'est 9 tonnes par an et j'avais une première évaluation qui donnait 12 000 euros. Et il y a eu un petit problème, c'est que le prix sur Climeworks a beaucoup diminué. C'est peut-être parce qu'ils ont des soucis et qu'ils veulent des nouveaux clients, je ne sais pas. Et donc si on est à 480 euros par tonne, je disais, voilà, en moyenne par Français, si on faisait que de la DAX, ça coûterait 4 320 euros par an. Et du coup, c'est impossible. C'est impossible. C'est des montants qui sont trop grands. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui ont réagi là-dessus. Alors, il y a eu deux réactions assez différentes. La première réaction, c'est une réaction de dire ok, en fait, c'est injuste de considérer l'empreinte moyenne parce que c'est pas représentatif des émissions et des consommations en France. Donc, on n'a pas le droit de mettre sur tout le monde comme ça. Il faudrait prendre en compte le fait qu'il y ait des grosses inégalités. Là-dessus, je pense que les personnes qui disent ça, pour le coup, elles ont raison. Les riches polluent plus que les pauvres, mais je pense aussi que chez les personnes qui disent ça, il y a une perception exagérée de ces inégalités. Et on avait fait une vidéo sur Le Monde, en travaillant avec Loïc, encore une fois. Et là, on avait regardé ces inégalités-là. Alors, on a des données plutôt par foyer. Et ici, par les traits noirs. Donc là, c'est les déciles de revenus. Ça, c'est les 10% qui gagnent le moins, c'est des 1. Les 10% qui gagnent le plus, c'est des 10. Et en fait, on voit que alors, c'est par ménage, pardon, c'est pas par personne. Mais on voit que les 10% de ménages qui gagnent le moins en France, elles émettent en moyenne, mais il y a une grosse dispersion, mais elles émettent en moyenne, on va dire 12 tonnes. Et les 10% qui émettent le plus, elles émettent en moyenne 29 tonnes. Alors c'est vrai que si on va sur les 0,001, sur les quelques milliardaires, ça va être des trucs abusés. Et encore, si on regarde que leur consommation, ça va être de l'ordre de milliers de tonnes, on va dire. Une dizaine de milliers gros max, mais milliers de tonnes. C'est beaucoup plus qu'un Français moyen. C'est inadmissible pour des raisons de justice sociale, environnementale, etc. C'est pas un rapport 1 pour 1 million non plus. Et donc là, on voit qu'en fait, entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, il y a un facteur 2. En gros, c'est ça l'ordre de grandeur à retenir. Il y a un facteur 2. C'est pas un facteur 10. Ah merde, on voit pas mon écran, pardon. Merci Jean Coco. Donc là, c'est la vidéo du Monde que j'ai mis dans le chat normalement. Et on voit que, en termes d'empreinte... Pardon. J'espère que vous appréciez le bruit de mes mouchements. On voit qu'en termes d'empreinte, entre les ménages dans les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches, il y a un facteur 2 en termes d'émissions. Donc en fait, raisonner avec la médiane ou l'empreinte, c'est pas tellement faux pour vous donner une idée de l'impact financier que ça aurait. Si on réfléchit, voilà, les 10% les plus pauvres, si on se place à 500 euros la tonne, on va dire, ça veut quand même dire 6000 balles par an. Les 10% les plus pauvres, ils n'ont pas ça à mettre sur le climat. Vous voyez, c'était vraiment mon argument pour montrer que c'est très cher aujourd'hui. Et donc là-dessus, il y a des personnes qui ont réagi sur le fait que c'est injuste de parler d'empreinte, que les riches ils polluent plus, les riches polluent plus. Mais il faut se rendre compte que les plus pauvres, pour se déplacer, se chauffer, etc., c'est déjà des émissions qui sont conséquentes. Il ne faut vraiment pas être dans la croyance dangereuse politiquement que s'il suffit de manger milliardaire, ça règle le problème. Ça, c'est complètement faux. Il n'y a pas une personne en France qui ne doit pas réduire ses émissions parce qu'on a des technologies fossiles partout et ces technologies fossiles, elles doivent dégager. Plus de chaudières au gaz, plus de voitures thermiques,
plus de centrales thermiques fossiles, plus d'industries qui utilisent beaucoup de ressources fossiles, qui font du verre, de l'acier pour tout le monde, y compris les 10% les plus pauvres. Donc ça, vraiment, je pense que c'est important, et je sais pourquoi c'est mal compris, mal perçu. C'est parce qu'il y a des gens, il y a des méthodes d'attribution dont on parle dans cette vidéo, qui jouent avec des attributions bizarres pour exagérer la part des milliardaires, en attribuant aux actionnaires, en attribuant aux entreprises. C'est bien pour montrer qu'ils ont un pouvoir de décision qui est disproportionné dans la société. Là-dessus, je suis d'accord. Je pense qu'un milliardaire, c'est une faillite politique. Il ne devrait pas y avoir une personne qui a autant de pouvoir dans une démocratie. C'est un problème pour la démocratie. Si une poignée d'individus a beaucoup de pouvoir, peut dicter les lois, peut dicter ce que vous écoutez, etc. Il y a plein d'arguments contre les milliardaires. Il y a une très bonne vidéo de Philoxime contre ça. Je pense que les inégalités de richesse dans nos sociétés détruisent la démocratie parce qu'on a des individus qui ont trop de pouvoir par rapport aux autres. La démocratie, c'est... Tout le monde a un peu de pouvoir. S'il y a des gens qui sortent du lot, ok, leur droit de vote, ils ont le même que tout le monde, mais en fait, vu qu'ils achètent des médias, vu qu'ils ont la main sur le politique, sur l'industrie, etc., en vrai, ils ont un pouvoir de décision qui est disproportionné. C'est aller contre la démocratie, ça. Donc bref, j'ai pas de problème avec ce truc de lutter contre les inégalités. Il y a des bons arguments pour le faire. Ne pensez pas que les personnes les plus pauvres en France sont pauvres déjà d'un point de vue mondial, et surtout ont des émissions négligeables. Ça, c'est faux. Jean Coco, mais les Français les plus modestes ne sont pas déjà à 2 tonnes de CO2 par an, il me semblait. Non, pas du tout, ils ne sont pas à 2 tonnes de CO2 par an. Alors là, c'est les ménages, c'est biaisé, mais les 10% les plus pauvres, donc là-dedans, vous avez des gens qui vivent des locations, etc., sont à 12 tonnes par Français. En fait, 2 tonnes, les plus pauvres, ils ont des voitures déglinguées, mais ils ont des voitures quand même. 2 tonnes en voiture, ça va extrêmement vite. Vous roulez la moyenne que roulent les Français en France, vous êtes quasiment à 2 tonnes. Si vous vous chauffez au gaz, c'est fini, vous êtes déjà au-dessus de... En fait, 2 tonnes, juste, vous prenez les services publics en France, santé, éducation, armée, vous mettez ça sur la population de manière égalitaire, en vous disant tout le monde bénéficie des services de santé, tout le monde a été à l'école, vous êtes déjà à 2 tonnes. Vous êtes déjà à 2 tonnes. 2 tonnes, c'est... Vous prenez les services publics, vous êtes déjà à 2 tonnes. Alors attendez, je vais essayer de rattraper un peu les commentaires. Mais c'est bien, du coup on a lancé un sujet là qui est à mon avis intéressant et pas toujours bien connu. Damien Gollard dit: mon point c'est que si les machines enlèvent du CO2 mais mettent 10 tonnes de produits chimiques dans la terre qui tuent tout par exemple, est-ce que ça vaut le coup? Autrement dit, la pertinence des activités économiques doit être calée sur tous les objectifs sociaux comme environnementaux. C'est donc difficile de pouvoir être pour ou contre telle ou telle technologie parce qu'on n'a pas de référentiel commun cohérent. C'est une bonne remarque. J'ai pas passé beaucoup de temps sur les autres pollutions, j'ai essayé d'en parler un petit peu. À ma connaissance, les produits utilisés ne sont pas des produits extrêmement problématiques. C'est des matériaux et des produits chimiques relativement communs et qu'on sait manipuler. Après, s'il y a des personnes qui ont des infos là-dessus, n'hésitez pas à me donner tort. Donc si on regardait quelque part les autres facteurs, ce ne serait pas un argument contre cette technologie-là en particulier. Par contre, et on en revient un peu sur la biomasse, quand on regarde la reforestation et pire la BEX, effectivement, sur un certain nombre de facteurs, d'autres problèmes environnementaux, d'autres indices de développement, etc., on peut avoir des problèmes. Et de manière plus générale, quand vous regardez la question climatique, souvent des technologies plutôt gagnantes sur le CO2, éolien, photovoltaïque et tout, sont gagnants sur d'autres facteurs, d'autres indices, etc. Il y a une exception à laquelle il faut toujours faire attention, c'est la biomasse. Si vous regardez les travaux croisés entre IPBES, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, et GIEC, vous voyez que si vous commencez à faire des agrocarburants, par exemple, pour remplacer les ressources fossiles, en fait, il vous faut de la place, donc un système agricole qui grossit, donc un impact sur la biodiversité qui grossit. Et souvent, la biomasse est un peu ambivalente là-dessus. Donc, pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est que sur les leviers de lutte contre le changement climatique, parmi celles qui posent le plus de questions en bien d'un côté et mauvais d'un autre, il y a la question de la biomasse, alors que c'est pas souvent perçu comme ça. Ouais, Névaqué 716, ben désolé si vous entendez les pleurs, je peux pas faire grand chose. Louis Ponzin, moins de viande, non, je sais pas s'il y a moins de viande. Si vous regardez sur Blatz, il y a une émission de sociologie, j'ai oublié le nom, ils en ont fait un sur la sociologie de l'alimentation, et eux ce qu'ils expliquaient c'est que la viande c'était un marqueur social, il y a un siècle c'était les gens fortunés qui en achetaient. Je me rappelle même avoir entendu une biographie de Victor Hugo,
je sais pas si c'est vrai, faudrait la retrouver, qui disait qu'il donnait de l'argent dans sa rue pour que les gens mangent de la viande une fois par mois. Aujourd'hui, dans les classes aisées, hein, notamment les bobos écolos, c'est quand même mal vu de manger de la viande. Moi, ça arrive que je prenne des repas avec des personnes aisées et qu'il n'y ait pas du tout de viande à table. Dans les classes populaires, mettre de la viande sur la table, c'est montrer que tu peux nourrir ta famille. C'est ce qu'ils expliquent dans la vidéo de sociologie. Donc il y a une inversion quelque part. En tout cas, aujourd'hui, avec le prix de la viande, je sais pas si tu vas sur du poulet, etc., c'est quand même pas très cher. Les classes populaires consomment de la viande. Hein. Je me fais pas de soucis sur le fait qu'ils mangent aussi des barbecues. Est-ce qu'on a le coût social exact de la sortie fossile? Comme tu dis, ça coûte combien d'emplois à recaser? Alors là, il faudrait regarder, je pense que le chiffre, tu as travaillé là-dessus, j'ai pas de choses dans la tête. En tout cas, c'est quelque chose qu'on met sous un terme quand on parle de climat, qu'on appelle la transition juste. Cette question de justice, quand on parle de transition, en fait, elle désigne ça. Elle désigne le fait qu'on ne doit pas laisser des gens sur le carreau de la transition. Et donc, il y a des personnes qu'il faut effectivement trouver d'autres métiers adaptés, etc. Je ne vais pas prendre toutes les questions, je suis désolé. Hashtag, parce qu'il me reste plus que 10 minutes. Et la question des passeurs thermiques, c'est éloigné de la vidéo. Stéphane Kaldan dit la règle des 5 fois 2 tonnes, 2 tonnes pour la bouffe, je pense, 2 tonnes pour le logement, 2 tonnes pour le transport, 2 tonnes pour la consommation, 2 tonnes pour le service public. On est un peu moins, mais c'est une bonne règle à retenir. Effectivement, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Éolienne sur les oiseaux, c'est local. Râler dessus, ça peut, mais en fait, éolienne sur les oiseaux, j'en ai parlé sur l'éolien, ça peut frapper certaines espèces d'oiseaux, certaines espèces de chauves-souris. Ça reste un impact qui est assez faible par rapport à d'autres moyens de production d'énergie. Ça reste un impact qui est faible aussi par rapport aux chats, par rapport aux routes, par rapport aux bâtiments, par rapport, pour certains oiseaux, aux lignes à haute tension, etc. Donc, faut le quantifier. Ah, il y a une réponse de Tom 1380. Bon, ça s'éloigne un peu du sujet. Je suis désolé, je ne vais pas répondre à tous les commentaires. Mais il y a des sujets sur l'éolien et les oiseaux, vous pourrez trouver ça relativement facilement. Et je voulais finir sur un point que je trouve intéressant, c'est que du coup, ça, j'avais mis cette quantification en euros par français pour faire un peu repoussoir, pour montrer que ça coûte très cher. Et c'est pour ça qu'on n'en fera pas pour tout. Et en fait, j'ai eu des commentaires en mode... attendez, je vais trouver 4200 euros par an, soit environ 10% du PIB, ça devient tout à fait intéressant comme technologie, surtout si les coûts diminuent, etc. Donc il y a des personnes qui considèrent que, en fait, vu les conséquences du changement climatique, même si le coût c'était celui-là, il serait justifié. Et ça c'est intéressant parce que clairement, ça ne concerne pas toute la société, mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir une quantification de dire, en fait, si on imagine une technologie qui coûte ce prix-là, ça représente 1000 fois le PIB de la France. Donc c'est pas possible. Et là on est en train de dire, ok, en fait, si on mettait 10% des efforts économiques dans une technologie aussi absurde, bah, le changement climatique, on pourrait en réduire, on pourrait réduire fortement nos émissions. Et en fait, c'est encore plus vrai si on parle vraiment en réduction d'émissions. En réduction d'émissions sur des coûts au temps long. Faire la transition, c'est un coût pour le PIB, hein. C'est des investissements à faire dans des moyens de production d'électricité propre, c'est des investissements à faire dans la mobilité électrique, c'est des investissements à faire dans les changements de mode de chauffage, mais il faut se rendre compte que c'est des investissements qui sont faisables par rapport à nos niveaux de richesse, quoi. Donc c'est intéressant parce que j'avais mis ça un peu en mode ça coûte cher, c'est repoussoir, ça serait ça tous les ans, et il y a des personnes qui le voient plutôt comme ah mais en fait ça veut dire que c'est accessible le fait de faire la transition. Alors si je voulais pousser cet argument mieux et aller jusqu'au bout, il faudrait calculer aujourd'hui ce que ça représenterait par an d'investir dans la transition, dans l'électrification de la mobilité, l'électrification des modes de transport, l'électrification de l'industrie, etc., etc. Mais je pense, connaissant le rapport du GIEC et en vue des travaux en France, qu'on arrivera à la conclusion que pour une part significative des émissions, c'est pas un gros pourcent du PIB et il y a plein d'avantages à le faire. Donc voilà, je ne vais pas plus m'aventurer. Je pense qu'il y a des personnes qui ont mieux fait ça que moi, ce type de quantification. Mais l'idée qui en ressort et le fait que ce soit étonnant, je trouve ça intéressant de se dire c'est rentable en fait. C'est faisable, c'est rentable.
Louis Pouzin, alors oui, il y a une question, une des dernières que je vais prendre. À la sortie des cheminées, les concentrations sont beaucoup plus grandes. J'ai pas vu la vidéo d'isolé. En fait, il y a des différentes vidéos sur la chaîne. Donc là, ça parlait du CO2 en sortie de cheminée. C'est vrai que les concentrations sont plus grandes et c'est plus intéressant. Après, il faut se rendre compte que ça, on le fait assez peu. Et en fait, ces gros sites émetteurs, ce qu'on aimerait faire, c'est les dégager. On va pas garder, pour différentes raisons, on va pas regarder des centrales au charbon. On va pas garder des centrales au gaz, même à terme, ça serait bien qu'ils dégagent. Les aciéries, on va essayer de faire de l'acier bas carbone, ça c'est quelque chose qu'on a parlé dans la vidéo sur les utilisations industrielles de l'hydrogène, qui est celle-là. On peut faire de l'acier en émettant peu de CO2, hein, contrairement à ce que certains disent. Et donc les gros sites de CO2 concentrés, le but c'est vraiment d'essayer de les dégager. Le calcul physique, technique, économique, c'est que c'est plus rentable de les dégager. Il peut en rester un peu, par exemple, si on veut continuer à avoir du ciment, on aura des émissions locales relativement importantes, donc on peut continuer à avoir envie d'avoir cette techno. Mais après, une fois qu'on a dégagé les sites concentrés, on a plein d'émissions diffuses. Si on veut garder du maritime international qu'on n'arrive pas à retirer le CO2, si on a certains procédés sur des petits sites, si on a de l'aviation, parce que l'aviation à pas réduire le nombre de vols, je sais pas trop quoi faire. Hein. Donc on continue d'avoir des émetteurs diffus et du coup si on veut atteindre la neutralité, il faut réussir à retirer du CO2 de l'atmosphère. Et donc ça c'est ce qu'on avait vu dans cette vidéo. Et une piste pour retirer du CO2 de l'atmosphère, c'est cette techno là. Donc vraiment, c'est une techno, je vais le répéter, mais c'est une techno qui n'a de sens que dans un monde où on a réduit énormément les émissions de CO2. Et on veut lutter contre ces émissions dites résiduelles qu'on a du mal à réduire, qui sont diffuses, et où on veut justement retirer du CO2 de l'atmosphère. Voilà pour te répondre très vite. Et Louis Pouzin, si ça t'intéresse, tu peux regarder cette vidéo sur la capture en sortie d'usine qui a 5 ans. Cette vidéo sur l'élimination du dioxyde de carbone et pourquoi c'est important dans un monde qui veut atteindre la neutralité carbone. Et cette vidéo sur la technologie en particulier de la DAX qui vient de couvrir, que je viens de couvrir. Mais voilà, paradigmatiquement parlant, je suis contre le fait de croire qu'on peut continuer à faire du PIB en rajoutant juste des pompes à CO2. La pollution, par exemple, nous restérile, etc. Ah oui, il y a plein de choses à changer. Il n'y a pas que le CO2. Il n'y a pas que le CO2, il y a plein de choses à changer. Ce qui n'est pas une raison pour ne pas lutter contre les émissions de CO2. C'est une raison pour ne pas lutter contre les émissions de CO2 si lutter contre affecte plein d'autres trucs. Et c'est pour ça, effectivement, qu'il faut être multicritère, comme tu le disais dans tes différents messages. Incinérateur, cimenterie et d'autres trucs, mais voilà, c'était un résumé. Donc voilà, on approche tranquillement des 19h. J'espère que ça vous a plu, ce petit live post-publication. On était une cinquantaine, mais bon, c'est pas forcément l'heure idéale. Je fais ça de façon un peu épisodique. Il y aura peut-être plus de gens sur la rediffusion. Je pense quand même que c'est intéressant de vous expliquer un peu le procédé, de prendre les questions. Ça permet de faire vivre un peu cette chaîne de live. Peut-être qu'on reprendra des lives plus régulièrement en janvier avec un tiers, on verra. Pour l'instant, je ne m'engage à rien, je fais du teasing. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci pour ceux qui soutiennent mon travail, qui viennent me saluer ici, qui viennent poser des commentaires. Merci à ceux qui ont laissé des commentaires sous la vidéo d'ailleurs, c'est sympa d'avoir ces retours-là. Et voilà, c'est une vidéo qui a plutôt bien fonctionné si je regarde les dernières. C'est quand même une des plus vues. Donc elle a été plus utile que je pensais. Et on va pouvoir se laisser tranquillement. Est-ce qu'il y en a qui ont à me recommander un petit raid? Parce que je suis rouillé de ouf. J'avais oublié qu'il y avait ça à faire. Sinon je vous envoie... je pense que je vais vous envoyer sur... Est-ce que je vous envoie sur Camille CM? Elle joue à un jeu vidéo ce coup-ci. Elle regarde pas la biodiversité. Causerie écolo. En finir avec les idées fausses sur l'antispécisme. Je vais vous envoyer chez Oamgi qui a l'air de parler d'écologie et d'antispécisme. Donc vous pourrez reprendre la discussion sur l'alimentation. Voilà. Désolé pour ceux qui vont faire des propositions. Je pense que ma décision est déjà prise. Merci beaucoup d'être venu. Attendez, il faut juste que je me rappelle comment on fait. Je vais vous envoyer en raid. Ça fait plaisir d'être un peu en live. Désolé pour mon état de santé qui laissait à désirer. Ça m'a un peu pourri le truc quand même. Et je me rends compte que je suis pas serein pour filmer demain.
J'ai mal à la gorge. Je sais pas si ma voix elle est détruite ou pas en fait. Mais ça serait dommage de vous filmer une vidéo, une belle vidéo qui a mis des mois à être produite pour que j'ai une voix dégueulasse quoi. Mais il faudrait que j'arrive à filmer avant les vacances quand même. Ouais, OM Guy, écoutez, j'ai juste vu le titre, ça a l'air intéressant. Idée fausse sur l'antispécisme, ça peut en intéresser certains d'entre vous. Ça serait une ouverture sur un sujet un peu connexe, vu qu'on a parlé de consommation de viande, ça peut être un argument aussi. Donc je vous envoie en raid. Il y a une vidéo proposée par Damien Grollard sur la comptabilité multicapitale. C'est un sujet intéressant. On avait parlé un peu de comptabilité sur la chaîne dans un live en juin. En juin ou juillet, je sais même plus. Voilà. Bah, bonne soirée à tous. Je vous envoie en raid maintenant et à la prochaine.